Qui détrônera les rois actuels à l'UFC? Pour son 15e épisode, Jab Culture se lance dans un exercice pas facile, mais assez amusant. Prendre chaque catégorie de l'UFC, chez les hommes comme chez les femmes, donc elles sont au nombre de 11, voir le champion actuel et qui sera le premier ou la première à le détrôner. Générique. Et Aldric, on se retrouve pour le nouvel épisode de Jab Culture. On avait mis Jab Culture de côté la semaine dernière à Paris, mais on savait pas si on vous en ferait un cette semaine. On avait dit lundi, mais finalement, on a eu le créneau, donc on s'est fait plaisir à sortir un peu plus de l'actualité pour faire un thème, je l'ai expliqué dans l'intro, qui sort un peu de l'ordinaire, mais qui nous a fait sourire quand on se l'est proposé, parce que c'est un exercice sympa à faire. C'est de prendre donc tous les champions de toutes les catégories et c'est d'imaginer qui va être le premier à détrôner les champions actuels. Vous savez qu'on a aussi nos épisodes Matchmaker où on prend catégorie par catégorie pour voir les prospects que l'UFC pourrait signer, qui dans le top 15 peut augmenter. On reprendra d'ailleurs dès la semaine prochaine avec la 3e catégorie, ce sera les poids moyens, les middleweight, les moins de 84 kilos après les poids lourds et les light heavyweight. Mais là, on va faire toutes ces catégories, les 11 de l'UFC, les 8 masculines, les 3 féminines, et donc se prêter à cet exercice du futur champion. On commence par les flyweight, Aldric ? Ouais. Let's go. Le champion, je vous le rappellerai à chaque fois. Chaque fois, je te rappelle le champion depuis quand il règne, son nombre de défenses, et je te fais le top 15 rapidement, et ensuite on discute. Champion des flyweight hommes, les moins de 57 kilos, le Brésilien Alexandre Pantoja, bien sûr, depuis juillet 2023, c'est le plus vieux champion masculin à l'UFC aujourd'hui, celui qu'il est depuis le plus longtemps. C'était à l'UFC 290 avec sa victoire split décision sur Brandon Moreno. 4 défenses de titre depuis. Brandon Royval, Steve Erceg, Kaya Sakura, Kai Kara France. Aucune défense qui est prévue pour l'instant. Peut-être que ce sera sur le mois de décembre au dernier pay-per-view à Las Vegas. Voilà où on en est. Le top 15 dans l'ordre. Joshua Van, Brandon Moreno, Brandon Royval, Amir Albazi, Tatsuro Taira, Kai Kara France, Manel Capé, Alex Perez, Assou Almabayev, Tim Elliott, Steve Erceg, Tagir Ulanbekov, Charles Johnson, Ramazan Temirov, Bruno Silva. Let's go Aldric. Qui tu vois dans cette liste que je viens de faire détrôner en premier Alex Pantoja, et est-ce que tu le vois tout de suite? Non, moi je pense quand même que malgré la domination écrasante de Pantoja, Joshua Van a quelques chances. Tu vois, quand on va faire la preview, parce que je pense que c'est vraiment le prochain contender. Ça devrait être ça, quand c'est pas encore officiel en fait, mais ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Je le vois avec un 70-30. Donc, mais 30, c'est beaucoup, Alex. Tu vois, donc, je pense que Van, surtout dû à son âge, à sa progression et tout, il peut être inquiétant, même si, comme je l'ai dit, si je dis 70-30, ça veut dire que sur 10 fois, ben, il en perd 7. Donc, c'est quand même important. Et par contre, si Joshua Van ne passe pas, je vois rien de direct. Je vois encore une belle défense, de belles défenses de titre en flyweight. Peut-être qu'il va passer au-dessus pour s'essayer. Tu en parlais toi-même la dernière fois. Et du coup, je vois 3 petits prospects qui peuvent pousser et continuer à s'affirmer dans l'intervalle. Je te donne les noms des 3 classés dans l'ordre d'importance. Le premier, le plus mûr, c'est Manel Cap. Il est quand même... oui, son jeu est encore avec quelques failles, mais il est quand même méga explosif. Et il a cette capacité où il peut t'éteindre sur une frappe. Donc ça suffit. Pour moi, à partir du moment où il a ce talent et il a cette vista, ça peut être un problème. Et puis après, tu vas beaucoup aimer parce que c'est les jeunes pousses japonais, même s'ils ne sont pas tout jeunes, notamment pour Kai. Mais ouais, je pense que Kaya Sakura, s'il règle ses problèmes organisationnels, et je le compare un peu à l'ancien Benoît qui disait qu'il ne pouvait pas être le général et le soldat de sa propre armée. Mais je pense que c'est un peu pareil pour Kaya Sakura, qui est pétri de talent, mais pétri. Donc il est en dehors du top 15 et tu le mets en possible dans les années à venir. Parce que je pense qu'il a vraiment le talent. Le talent, il l'a. J'ai pas mal échangé avec Eli Kerich, qui a été son head coach pendant pas mal de temps. Et il me disait que le potentiel est fou. Et Eli, il connaît très bien ce sport. C'est quelqu'un d'extrêmement doué et talentueux en tant que coach. Et je pense vraiment que s'il met un peu d'ordre dans sa maison, ça peut devenir quelqu'un de très fort. Et Tatsuro Taira, que je trouve aussi avec beaucoup de potentiel. Ouais, intéressant ta liste. Moi, je vois pas Joshua Van passer. Je le vois pas détrôner Pantoja. T'es comment sur les stats? T'es comme moi ou... Ouais, ça ressemble à ça, ouais. Mais 30, ça reste une chance sur 3 quand même au final, tu vois. Peut-être même 75-25, je sais pas. Tu vois, ça reste une chance, tu vois, sur 4, tu vois. Après, on en a parlé. Moi, Pantoja, là, pour l'instant, c'est très haut sur même la façon dont il combat, les façons dont il prend le dos. Je sais pas si tu trouves la hauteur qu'il a pris même sur son striking. Oui. C'est fou. C'est complet de fou. La confiance. La diversité avec laquelle il prend le dos. C'est une dinguerie quand même, Pantoja, en ce moment. Et je pense qu'il est à cette maturité où il peut encore, tu sais, ça fait plus de 2 ans qu'il est champion quand on regarde ça. Enfin, c'est le plus vieux aujourd'hui des catégories, de toutes les catégories d'ailleurs à l'UFC. C'est impressionnant ce qu'il fait comme run. Mais après, donc ça s'arrêtera un moment, mais je le vois pas s'arrêter à Van. Tu sais,
il y a un moment quand même quand tu es vraiment un champion dominant. Georges l'a eu aussi à un moment où c'est dur Valentina l'a eu contre Grasso le premier. Il y a un petit moment où c'est un peu dur de se monter en l'air en camp d'entraînement, en préparation. Tu vois. Total d'accord avec toi. Et ça ressemble souvent, Valentina, c'était au bout de 7. Pour moi, c'est un truc que je mets vers 5, 6, 7 en termes de défense. C'est comme dans les couples. C'est la 7e année qui est la plus dangereuse. Tu fais la même chose. Tu connais. Les coachs de vie, Alex. Tu connais. Et donc, moi, je pense qu'en effet, tu as raison totalement là-dedans. Et que Pantoja tombera peut-être à ce moment-là. C'est ça. Ça va être la 5e, Joshua Van. Mais tu vois, on se rapproche. Je le vois. On se rapproche, mais je le vois pas tomber sur celle-là. Non, pas sur celui-là. Donc, sur ces dynamiques que j'ai il va arriver un moment où il va tomber, où il va peut-être, en effet, tu as raison, prendre le camp un peu moins au sérieux, être un peu plus dans je domine trop, donc tu vois, il y a moins de danger. Et en fait, c'est là que tu es le plus en danger. Et sur la dynamique inverse, je pense que le mec qui va le détrôner, c'est Tatsuro Taira. Ouais. Je pense que il a les qualités. Hein. Ça correspondra. Et tu sais, souvent, c'est le match-up qui fait le combat. Et Taira, il a des forces qui peuvent embêter pas mal Pantoja. Je suis d'accord avec toi. Stylistiquement, le match-up. Capé aussi, quand même. Hein. Capé, t'es un peu moins vif sur le striking parce que ta prépa, tu t'es un peu moins mis dedans d'habitude. Il peut être très problématique sur le striking. Hein. Ça, il fait partie, Capé, des noms à surveiller, moi, sur les 2 ans à venir. En possible aussi, mec, qui pourrait, si c'est pas Taira, j'ai Joshua Van, qui va revenir, je pense, à un moment. Qui est jeune, hein. Voilà, qui ratera, pour moi, hein, c'est mon avis, mais la première chance, mais ça veut pas dire qu'il en aura pas une. Très vite, enfin pas très vite, tu vois, sur les 2 ans, c'est possible. Tu refais un run, tu tapes des victoires. Manel Capé. Et moi, je t'ai mis Assou Almabayev. C'est pareil, sur le style. Je trouve que c'est moins complet, mais dans ce qu'il sait faire, il le fait très bien. S'il se fait un petit run, tu vois, qu'il chope quelques victoires et qu'il se rapproche de cette position qui finit par être challenger, why not sur le style de match-up. Make sense. Et j'ai mon joker, my wildcard, Mohamed Mokaev. Un retour de Mokaev à l'UFC. Un run d'1 ou 2 victoires, parce que s'il revient à l'UFC, il sera de toute façon direct contre des top 10. Enfin, on va pas se mentir, c'est direct. Et pourquoi pas. Là, pourquoi pas, j'y verrais aussi un danger pour Pantoja. Mais tu vois, c'est wildcard, parce que rien ne nous dit qu'il va revenir. C'est vrai. Et surtout qu'ils ont l'air de l'avoir vraiment mauvaise contre lui. J'ai vraiment du mal à comprendre. T'as jamais eu cette explication? Personne t'a jamais expliqué pourquoi? Un jour, il faut vraiment que j'arrive à choper... parce que je pense que c'est même pas les matchmakers. Je pense que c'est quelqu'un du PI. Mais juste par curiosité, si un jour je le sais, j'en parlerai sur le podcast, mais je me demande ce qu'il a pu faire au niveau comportemental pour mériter cette sanction. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais on ira aux informations. C'est un talent, tu vois, même si la division Fly, elle a repris pas mal de talent ces derniers temps, mais c'est un mec que tu gardes normalement dans ton roster. Ouais. Il est jeune, il est très talentueux, il peut aller à la ceinture. Je vois pas. Donc, wildcard. Si Mokaev, si dans les 6 mois, il revient à l'UFC, il y a un monde où c'est lui qui détrône Pantoja. J'aime bien. Pourquoi pas. On passe au bantam, moins de 61, Aldric. Le champion, bien sûr, Merab Valishvili. C'est depuis septembre 2024, UFC 306. Sa victoire sur décision unanime sur Sean O'Malley. 2 défenses jusque-là. Oumar Nurmagomedov, Sean O'Malley pour la revanche. Sa prochaine défense, elle est déjà connue. Cory Sandhagen, UFC 320 le 4 octobre. Notre prochain numéroté de l'UFC. Le top 15, rapidement, dans l'ordre toujours. Sean O'Malley, Oumar Nurmagomedov, Petr Yan, Cory Sandhagen, Song Yadong, Davison Figueiredo, Marlon Vera, Mario Bautista, Rob Font, Ayman Zahabi, Henry Cerudo, Vinicius Oliveira, Marcus McGee, Kyler Phillips, Montel Jackson. Qui va détrôner Merab et quand, Aldric? Alors, je ne vois pas passer Cory. Non plus, comme ça c'est réglé. Je ne vois pas passer Cory parce que en fait, ce qu'on appelle le scramble, c'est-à-dire la capacité à créer l'espace et à se relever, il le fait bien. Mais sur sa défense de lutte, il n'est pas terrible. Et on a vu qu'il a embêté un petit peu Oumar sur ça, sauf que Merab n'a pas la même lutte. Et à la limite, il s'en fout de perdre la position, il reprépare le... C'est ça la grosse différence. Aujourd'hui, entre Oumar et Merab, c'est que Merab, il s'en fout de perdre la position et il reprépare le takedown sur le scramble. Oumar s'entête un peu plus. Donc je vois pas le style de... Ouais, Cory, je pense que ça va pas passer contre Merab. On le zappe parce que je suis d'accord avec toi, pour le coup. Donc moi, pareil, je t'ai mis un principal. Comme j'avais mis Joshua Van en premier, là je mets Oumar. Parce que je prends en compte le fait qu'il est quand même jeune, extrêmement bien entouré. C'est vrai que dans notre démarche un peu d'équipe, on parle pas mal, Manchester Top Team, Fighting North, il faut parler quand même de Khabib. C'est une team qui se remet en question. On sait que Khabib, il travaille beaucoup, il revisionne, il aime ce sport. Et je pense que... ils ont moins ça, mais l'équipe de Khabib, avec tous les talents qu'il y a, le niveau où ils sont, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont très hauts, tu leur mettais un Pablo en termes de marketing, t'imagines? C'est ça, mais ils se doivent d'avoir ce truc un peu rustre parce que c'est ce bien sûr, c'est ce qu'ils sont en eux-mêmes. T'as raison. Les montagnes, les cailloux, l'altitude, tu vois, c'est ça le Daghestan. Ça les définirait pas, mais tu vois, mais t'avais un business à faire autour de ça, beaucoup plus important qu'il ne l'est en fait aujourd'hui, surtout avec la figure de Khabib qu'en tant que
Et qui était, tu sais, on me l'a beaucoup répondu sur l'interview de Pablo, qui nous dit, est-ce que tu connais un vrai champion de l'UFC qui a été un bon coach? Bah, on en a un. Ouais, c'est le seul. Nurmagomedov. J'aurais dû lui répondre, j'y avais C'est pas vrai. pensé sur le coup. C'est vrai. Mais Khabib, oui. Mais t'as des. Mais, Georges, il prend la suite de papa. c'est ça. Et Georges aussi, il ferait un bon coach quand même si il a ce côté mal alpha un peu égoïste, mais c'est pas du tout dans le sens égoïste. Il pense quand même à lui en premier et à sa vie. Mais je pense que Georges Saint-Pierre pourrait être aussi un très bon coach. Moi, pour avoir échangé avec lui, là, il intervient un peu ponctuellement sur la prépa de Manon. Il donne des trucs, des conseils et tout. Et je vois qu'il a une très belle vision de ce sport et que ce serait un très grand coach. Mais d'un autre côté, ils ont un peu ce côté. Tu vois, Khabib, il l'a un peu des fois. Il parle au micro, il parle de lui et pas de ses gars. Mine de rien, c'est pas tout à fait la définition d'un coach. Par contre, sur la rigueur, et c'est pour ça que je mets Oumar dedans. Je pense qu'en plus, tu sais, il y a une rivalité un peu. Les pays limitrophes au Daghestan, dans le Caucase et tout, la Géorgie, tous ces trucs-là fait qu'à mon avis, il dort pas la nuit sur le style de Merab et que le jour où il y retourne, il aura un game plan vraiment bien fait. Donc, je suis obligé de mettre Oumar en premier challenger. Et je pense que la progression, le fait qu'il n'aura pas la main cassée et Khabib qui aura mis sa touche, ça le fait. Non, mais alors, qu'on soit clair, on le partage sur celui-là. Moi aussi, j'ai mis le mec qui va le détrôner, c'est Oumar. Pour cette capacité d'adaptation aussi de la team Khabib et de ces mecs-là entre deux combats. Ouais. Déjà, il est pas si loin sur le premier. Et je pense que sa capacité, tu vois, à proposer encore des petits ajustements qui vont lui permettre de prendre la main sur Merab. Merab, c'est un démon. Enfin, on adore Merab pour son style de combat et tout. Mais ouais, je pense qu'ils vont le faire. Je pense qu'Oumar, et je pense que en vrai, tu vois, et c'est sous-entendu un peu de ce que je dis, mais tu bats pas deux fois un Nurmagomedov avec Khabib derrière. Je demande de voir, tu vois. Ça me paraît compliqué, et s'il le fait, bravo à Merab, mais je le vois aussi être le mec qui le détrône. Les autres, non. Le cœur, s'il aurait voulu un truc, le cœur, il t'aurait dit Petroyan, mais je sais que Merab il va battre encore Petroyan. Mais le cœur dit Petroyan. Petroyan, il est beau dans son mix, il est très beau, il a un magnifique MMA, on en a déjà parlé, mais je pense qu'en fait, là, il a pas assez de défense de lutte pour... Non, je suis d'accord. Ou alors, c'est pour ça que, tu vas voir, tu vas rigoler un peu sur... Je pense que tu peux pas arriver en étant technicien et pour battre Merab parce qu'il est trop fort dans son grappling, parce qu'on n'en parle pas assez du grappling de Merab aussi, parce que pareil, c'est la même école que Aljamain. C'est les anciens de Cerenzo Gracie, c'est Matt Serra, c'est d'un niveau de sol mondial aussi, tu vois. Donc, on va utiliser les mots un peu canadiens, il faut un style fucké. Et quand je dis fucké, la traduction littérale, ce serait un petit peu... Si c'est pas atypique, mais désordonné. Voilà, t'as compris le truc. Et je t'ai choisi 3 prospects un peu fuckés. Batista, parce que mine de rien, Mario Bautista, il va prendre Oumar et tu sais, il frappe fort quand même. On a vu ce qu'il a fait à Apache. Il peut être dérangeant. Eman, qui est quand même sur un run assez important, et regarde ce qu'il a fait. José, il a dit sur une interview qu'il avait eu du mal à lire Eman. Je reste persuadé que José a gagné ce combat, Aldric. Mais il a eu du mal. Oui. Tu vois, tu sais que moi, je suis très proche des Zahabi, mais c'est pas pour ça que je vais te mentir. Bien sûr, c'était tendu. On recontextualise. 6 kilos dans la nuit. Là, on parlait du conflit. Non, mais parce qu'on n'en parle pas assez de ça. Je suis d'accord. C'est des guerriers. C'est-à-dire que là, on parle de Louzen Keita. Keita contre Pitbull. Et on parlait de 1,8 kg, tolérance ramenée à 1,3 kg. 6 kilos dans la nuit. C'est-à-dire que pour les gens qui ne savent pas, le soir de Montréal, le clan Zahabi reçoit un coup de fil du clan Aldo. Salut les gars, si on le fait dans la KT du dessus. Plus 6. Ouais, plus 6. Et Zahabi, il a dit, je le prends dans toutes les KT, même en poids lourd. Je suis d'accord. C'est vraiment autre chose que ce qu'a fait Louzen. Parenthèse juste pour le coup. J'ai même réagi à ça parce qu'on voit Louzen, il est quand la vidéo où il est avec Pitbull là, après la pesée, où il lui réclame tout pour faire le combat, tu vois, il le supplie presque. C'est un bitch move de la part des Brésiliens d'avoir diffusé cette vidéo. C'est pas bien. Je pense qu'il y a eu des histoires qu'on ne sait pas entre les deux équipes. Mais c'est pas bien d'avoir diffusé cette vidéo. Mais moi, j'ai réagi sur en message et on m'a dit, tu sais pas tout. Ils se sont disputés devant l'hôtel. J'en sais pas plus. J'ai pas envie de savoir plus. Je l'ai vu. Bon, ben voilà. J'étais devant l'hôtel, oui, quand Louzen sort et qu'il y a Pitbull devant. Vraiment, ça s'est menacé. Ça chauffe très fort. C'est compliqué. Ça chauffe très fort, mais tu vois, c'est pas un move classe de la part de Pitbull, qui est une légende du MMA. En fait, quand il y a des antécédents extérieurs, moi, je préfère pas commenter, je sais pas tout. Donc, je vois ce que tu moi, ce que je sais, et je le dis très humblement, c'est que Louzen Keita, c'est un mec que j'ai envie de voir dans la cage du UFC. De par son style, de par son attitude, sa puissance qui dégage. Donc j'espère de tout mon cœur qu'on va le revoir.
Après, la suite, on en parlera, j'espère, dans quelques On l'avait semaines. dit, en tout cas, le vice-président Dave Shaw a dit qu'il J'ai trouvé restait ça dans le tempéré roster. quand même, moi, comme discours, tu vois. Il te dit pas, je vais le T'as rebooker tout. compris. Donc, on Mais- verra bien. Et il vérifie d'ailleurs. Il regarde je sais pas qui dans la salle pour dire vous en savez plus, machin. T'as raison. Tu vois, Il y a- j'ai trouvé ça un peu tempéré. Mais je pense qu'on le reverra et j'espère qu'on le reverra. Moi, t'as je le raison. souhaite très sincèrement. Notre parenthèse finie et ton troisième nom de Donc, ces Eman prospects. pour ce style. Et le roi du style complètement fucké, Vinicius Oliveira. Bah, quand t'as dit style fucké et que tu m'as dit tes prospects, ouais. Moi, c'est En presque, fait, c'est des mecs. presque lui, je mettrais devant Ouais, les deux tu autres. vois, quoi. c'est des mecs Ouais. qui sont vraiment difficiles à prendre. Je suis pas en train de vous dire oui, ils sont meilleurs que. J'en ai cassé mon micro. Ils sont meilleurs que Merab, mais c'est des mecs compliqués parce qu'ils ont des moves qui sont différents des autres et qui génèrent de la puissance. Et pour ces raisons, j'avais envie de les mettre en avant et d'en parler. Ouais, non, je te suis bien. Vinicius Oliveira, pour la structure dans laquelle tu l'as fait, je te suis. Moi, je te sors même encore du chapeau. Mais la différence physique sera peut-être trop importante. Alex Pantoja. Ouais. Qui montrait Oui. bientôt. C'est-à-dire que tu vois, il défend encore une fois. Et comme on a dit, il est déjà à 4 Non, mais faut défenses. en parler. Il arrive à 5 défenses. Il va voir l'UFC. Je veux prendre Merab. Merab vient de battre Sandhagen et est à 3 défenses. L'UFC dit oui. Si la différence physique est pas trop importante, je pense qu'il cut pas mal Pantoja pour faire 57. Il peut le faire. Et il a un style aussi dans le sapin, quand on disait que la façon de prendre le dos et tout. Puis c'est Pantoja, quoi. Tu vois, tu vas pas dire que c'est un 80-20, Après, même contre un mec comme Merab. Non, mais je te suis sur Donc- le style donc à why not 100%. Juste, je vous rappelle que le big flyweight Figueiredo, quand il est apparu, pourtant, c'est pas beaucoup la différence de poids, hein, c'est 4 locks. Et ben, quand il est monté en 61, il avait l'air moins big. Ouais, Tu vois mais je suis d'accord. Donc, à voir. Tu as vu Figueiredo qui jouait quand même beaucoup sur sa Tout le puissance. monde peut pas faire ce qu'a fait Cerudo, tout le monde peut. Ouais. Tu vois, et je suis d'accord. Il y a des. Mais stylistiquement, tu as raison. Ouais, sur le style Ouais. et tout. Et si cette différence physique, il arrive à la compenser quand même, Pantoja. Moi, je suis pas loin de dire que j'aimerais vraiment voir ça et que je suis pas loin de mettre ma petite pièce sur Alex. Ouais. Tu vois, Stylistiquement, par rapport ça à peut ce le faire. style-là. Mais on est d'accord tous les deux. Celui qu'on voit le détrôner, c'est plutôt Oumar, selon les trucs. Incontestable. Après, t'es vraiment pas à l'abri que Mais tu vois, dans 6 mois, ça- on ait un Pantoja Merab. Hein. 2 KT, deux bels avenirs. Mm. Tu vois, dans ces KT, il y a des noms, il y a des prospects, tu as envie du coup de voir des matchs. C'est là qu'on se rend compte quand même qu'il y a pas mal de KT qui sont full là-dessus au niveau des prospects et des mecs qui arrivent. Hein. Mais ma dernière idée, je te dis, elle est peut-être pas si, parce que c'est en octobre là, Sandhagen. Ouais. Suffit qu'il book Pantoja en décembre. Parce que Oumar, il va prendre son temps, t'as raison. Oui. Tu as raison. Après, puis mine de rien, ça risque d'échanger quand même avec Bautista, il peut prendre des coups. Hein. Donc on n'est pas à l'abri qu'en mai prochain, on ait Pantoja Merab. Mmh. Parce que les timings sont bons et que tu sais que Merab, il est très actif, il veut combattre souvent. Pantoja, c'est plutôt le genre aussi. S'il a été booké en décembre et qu'il défend, pas à l'abri d'avoir ça. Ouais. Même avril ou un truc comme ça. Entièrement d'accord. Donc on suivra ça. On passe au Feather, les moins de 66. Champion Alex Volkanovski, c'est son deuxième règne bien sûr, depuis avril 2025, UFC 314 avec sa victoire sur Diego Lopez pour le titre qui était vacant. Diego Lopez, puisque cette émission sort samedi, que vous retrouverez ce soir à la note chez UFC. Et vous avez un Aldric Enerby qui vous fait la preview de cet énorme combat contre Jean Silva. Avec une belle intro. Avec une très belle intro, vraiment, le portugais d'Aldric est aux petits oignons. Et donc il avait battu Diego Lopez pour ce titre vacant. 0 défense pour l'instant, il n'y en a aucune qui est prévue, qui est officielle au moment où on parle. Le top 15 dans l'ordre. Movsarevlo, donc c'est avant le Diego Lopez Silva, notre top 15, hein, pour ceux qui écouteront l'émission après. Movsarevlo F, Diego Lopez, Yair Rodriguez, Leron Murphy, Aljamain Sterling, Arnold Allen, Brian Ortega, Josh Emmett, Youssef Zalal, Jean Silva, Patricio Pitbull, dont on vient de parler, Steve Garcia, David Onama, Danny Gay, Giga Chikadze, qui va détrôner Monsieur Alex Volkanovski. Prime, pour moi, c'est Movsar. Je sais qu'ils ne le veulent pas comme champion, mais je trouve vraiment que stylistiquement... Alors, je vais te dire un truc. Pareil, vous allez trouver ça choquant, mais je pense que au niveau de la lutte pure et du grappling pur, c'est aussi fort, sinon peut-être un petit chouïa plus qu'Islam. Il est fou, Movsar. Ah, je suis Il est d'accord. dingue. Aljamain Sterling a un niveau exceptionnel. Vraiment. Je n'étais pas d'accord avec Antoine Simon la dernière fois parce que je te disais en grappling, c'est pas vrai. Il est très très fort quand il combattait en Chine. Contre Ortega. Contre ouais. Ortega, je dis non. Ortega n'est pas plus fort du tout au sol. Et surtout, Sterling, on l'avait dit, c'est un grappling beaucoup plus moderne Ouais, que celui d'Ortega. et pareil, on est encore sur cette école Renzo Gracie, Matsera. C'est fort. Ils ont un jiu-jitsu moderne, influence, John Danner, très fort. New York, pour ça, c'est pas que la capitale du son et de la sape. En termes de jiu-jitsu, entre Vanguard Academy et tout, c'est tip-top. Ils ont tout ce qu'il faut en termes de connaissances. John vient... Alors, il y va moins souvent, il est plus dans le Texas maintenant, mais les années qu'il a passées
Chez Renzo, ça a augmenté le niveau de l'académie et tous les microsatellites qu'il a générés avec sa présence d'une dizaine d'années à New York a fait que le niveau a considérablement augmenté. Ça, c'était pour le côté grappling et tout. Moi, je pense que Movsar, il est très dangereux. Même si, effectivement, en striking, c'est pas opti-opti. C'est le mec qui peut battre. Mais maintenant, la question, c'est même pas sportivement, c'est est-ce qu'ils vont le mettre. Ouais, c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit Ouais. quand je préparais cette KT. Ouais. Mais tout de suite, la question est venue, est-ce qu'il lui donne? Mais au bout d'un moment, à force de couper des têtes... On sait ce qui s'est passé cet été aussi, tu vois. Ce combat qu'il a pas pu prendre. Tu sais comment des fois l'UFC réagit à ça. Clairement, sur le style, c'est pas ce qu'il préfère, l'UFC. Il y a Liron Murphy qui sort d'une grosse performance, qui a réclamé le titre, Mais je l'ai mis, moi, sur mes prospects. Qui est un ancien, donc qui est impossible. Liron Murphy va l'avoir. C'est un possible challenger. Pour moi, il va l'avoir. Donc moi, je vais te dire... Parce qu'en plus, il a sauvé. Tu sais, ils sont quand même... Quand tu leur, tu leur sauves un show, l'UFC, ils s'en rappellent pas longtemps, mais ils s'en rappellent. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et tu vois, parce que moi, ça m'inquiète que pour l'instant, on n'est pas Volkanovski. C'était donc, je te l'ai rappelé, c'était en avril. Ouais, c'est l'UFC 3, c'est en avril qu'il est champion. Ouais. On n'a pas de défense encore. Non. On est en septembre, Aldric. Il n'y a rien qui a été... Tu vois, c'était pas si simple que de lui dire c'est Movsar parce que s'ils avaient voulu... Moi, je pense qu'ils vont le donner à Liron. Hein. S'ils avaient voulu et qu'ils aimaient tellement Movsar, ce serait Movsar ce serait réglé en fait. On l'aurait déjà à la date de ce combat-là, non? Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de faire... La commu, en ce moment, la commu Jab Life, elle me fait faire beaucoup de bêtises. Et il va m'en vouloir. Mais je vais le dire quand même. Tu sais que moi, je suis assez proche de l'équipe de Manchester Top Team. Il a eu un call avec Hunter il y a 3 jours. Où ça réfléchit. Salut. Je sais pas ce qu'il y a dans le call. Je vais pas. C'est quelqu'un que je considère comme un ami. Ça lui parle de. Ouais, tu sais pas ce qu'il y avait dans le call, mais possiblement, ça peut parler de title shot. Moi, je vais plus loin. C'est le plus gros risque que je vais prendre dans cette émission, Aldric, parce que la take que je vais te donner là, ça se trouve ce soir, elle est complètement morte et on va faire tourner ça en boucle en se foutant de moi. Le mec qui va détrôner Alex Volkanovski, c'est Jean Silva. Stylistiquement, il peut, hein, mais il faut qu'il s'en sorte contre Diego. Parce que je vais suivre mon pronostic dans notre Aldric Enerby. Il va mettre KO Diego Lopez. Il va aboyer au truc avec ses lunettes. Il va réclamer le title shot. Et en vrai, même s'il y a eu la clim de Paris pour les nerds, ils restent très vendeurs, ces mecs-là. C'est quelqu'un que l'UFC, tu l'avais dit plusieurs fois, ils ont fait les t-shirts, ils ont fait les machins. Ils ont quelque chose avec cette équipe. Enfin, ils sentent un potentiel. En tout cas, c'est lui le plus proche de la ceinture, ça, je te va. Il va y aller. Et Volka, qui est quand même plus sur la fin de sa carrière, c'est une légende absolue, un des meilleurs combattants de l'histoire, Volkanovski, mais il est plus sur la fin que sur le début, on va pas se mentir. Non, mais l'histoire que tu me racontes, elle me plaît, moi. Il se fait mettre KO par Jean Silva. C'est Jean Silva qui va détrôner Alex Volkanovski. Peut-être que tu viens de dire une prophétie absolument dingue. Par contre, si Diego Lopez le bat, on va me le ressortir pour se foutre de moi, mais si c'est ce qui arrive, je le ressortirai aussi. Hein. On va flamber. On se rejoint assez. Donc, moi, je vois quand même Movsar sportivement. Je prends des pincettes parce que je pense qu'ils vont lui mettre des pièges. Dans les pièges qu'ils peuvent lui mettre, il y a Liron, s'il n'a pas le title fight tout de suite, parce que Volka, il a quand même, qu'on se comprenne bien, les privilèges, il s'envole très vite à l'UFC. Mais tant que tu es champion, tu as un peu le championship privilège de dire oui ou de dire non. Surtout quand tu es Volka, quand même. Surtout quand tu es Volka. Ouais. Et donc, Volka, il a le pouvoir de dire Liron non. Même si là, il y a eu un call, va savoir ce qu'ils se sont dit. Et ça, je ne veux pas savoir. Et c'est peut-être ce soir, si le scénario où Silva, KO Lopez arrive, peut-être Volka qui va se dire aussi, pour la hype du truc et tout, ça me ferait marrer d'affronter Jean Silva. Ça se trouve, tu vois. C'est possible. Donc, Liron, Jean Silva, je l'ai mis aussi, s'il bat ce soir Diego. Et quand même, Zalal, il va commencer à avoir des challenges. Il est sur une win streak de 4. Hein. C'est pas mal ce qu'il fait. Hein. C'est pas mal ce qu'il fait. C'est intéressant. Ah oui, il est à voir à l'œil, Youssef. En fait, dans le top 10, j'ai du mal à voir des mecs détrôner Volka. Non, mais il y a des mecs. À part, tu vois, peut-être. Voilà, Liron, il est pénible hein, quand même. J'ai du mal à le voir battre Volka. Moi aussi, mais regarde, qu'est-ce qu'il disait là? Il faut qu'il ait sa chance, il le mérite. Mais j'ai du mal à le voir le détrôner. On va dire que stylistiquement, Silva a plus de chances d'embêter. Il peut se faire éteindre aussi. Hein. Et il peut très bien ne même pas démarrer avec Diego Lopez. Et surtout, n'interrompt pas Lopez. Parce que Lopez, il progresse aussi. Ouais, pas du tout. S'il bat Silva... Complètement. Il est relancé dans la discussion. Et en vrai, même si Silva le bat, tu refais une win de 2-3 trucs. Dans les 2-3 ans, il peut retrouver quelque chose. T'as un Volka qui, au mieux, stabilise, mais qui ne progresse plus. Ça aussi, il faut le garder en tête. On est d'accord. Mais Liron, il est pénible par l'intensité. Et surtout... Ces mecs qui ont des coups, parce que Liron, c'est pas le garçon ennuyeux qu'on va nous faire dire, non, c'est qu'il a pris tout le monde et tout le temps. Donc il y a des combats qu'il a gagnés à la décision, mais tu as vu ce qu'il a fait encore la dernière fois. C'est un mec qui met des coups de coude retournés, qui maîtrise un peu ses techniques surprenantes, et donc il peut mettre fin à un combat. Il est athlétique, il dure, il a de la durabilité dans ses rounds. Bien sûr qu'il peut aussi perdre au point, mais je veux dire, ces mecs-là sont dangereux jusqu'au 5e round.
Donc, il faut le garder en tête et se dire, ouais, ok, c'est Oui, possible. c'est pas impossible, je suis d'accord. J'ai du mal à le voir le faire. Mais parce que toi, tu te dis, ouais, est-ce qu'il est capable de gagner 5 rounds? Mais Oui. non. Et c'est pas ça Et je qu'il te doit faire. rejoins. Oui, c'est pas ça qu'il doit faire. Mais il est capable de mettre KO n'importe qui avec ses coups de genoux. Tu vois ce que je veux te dire? Non, t'as raison. Il n'est pas capable de prendre 5 rounds à Volka. En même temps, qui est capable de faire ça? Même Islam, il n'a pas pu. Enfin, la première fois. Donc, non, mais par contre, il est capable d'éteindre un mec et il a la durabilité pour le faire. Donc, ils sont vraiment à prendre en compte, ces mecs-là. Et j'ai une dernière wildcard totale absolue qui, il y a une semaine au moment où on se parle, puisqu'on est jeudi, on était la veille de la pesée de l'UFC Paris, faisait beaucoup plus sens pour moi. Et maintenant, il va falloir voir quelle va être la suite et ce que l'orga va dire pour lui. Sur les 2 ans à venir, 2 ans, 2 ans et demi, vu ce qu'ils lui ont mis en premier challenge, Je sais ce que tu veux dire. Lozen Keita. Mais attends. Lozen Keita. Mais pourquoi pas parler de Salah aussi? Ah bah dans un 2 ans, ça peut se faire. Hein. dans 2 ans et qu'il lui mettent Il est un top bientôt- 10 direct Qu'est-ce qu'il parce lui qu'il reste arrive. Qu'est-ce qu'il lui reste au KSW? 2. Un combat en décembre et après 2. Voilà. Donc 200, Saladin Parnasse, ça colle aussi. Hein. Je rappelle aussi aux gens, parce que je le rappelle souvent sur les réseaux, que Ousmane et Volkanovski sont arrivés à l'UFC à 28 ans. Ça là, on a 27. Hein. Si vous pensez que c'est déjà trop tard ou quoi que ce soit. Non, c'est pas trop tard. Non, mais... et tu vois, moi, là où je suis quand même content, non, mais l'UFC est en train de faire ce genre. Regarde ce qu'ils ont fait à Lausanne. L'UFC n'était pas capable de faire ce genre de move il y a 3-4 ans. Ouais. Tu passais par la case 10-10-12-12. Ils ont perdu Mansour, pas Prime, mais Mansour post-Covid retour. Ils l'ont perdu pour ça. Je vous ai déjà raconté la petite histoire. Ils lui ont proposé 5K au Dana White Contender Series. Il avait signé pour 8 fois plus au Bellator, tu vois. Donc, c'est récent parce que Vakitov, le mec de Pereira, il lui propose aussi des trucs ridicules. Et Vakitov, il a gagné le contrat. Il a vu d'ailleurs le contrat. en battant Islam Masraf. Ouais, et derrière, il a regardé le contrat, il l'a jeté par terre. Non, retour au pied point. Il a dit, mais vous vous foutez de ma gueule? Merci, je vais aller affronter Rico. Donc voilà, tu vois. Donc je suis d'accord. Maintenant, ils sont capables de faire un move comme ils ont fait à Lausanne. Donc va savoir. Mais tu vois, plus proche entre les deux, puisqu'il a pas de contrat avec une autre orga et que jusqu'à preuve du contraire, Lausanne est devant Saladin sur ça parce qu'il est déjà dans l'orga s'il est pas par l'UFC jusqu'à preuve du contraire. Nous, on n'a pas eu, tu vois, on n'a pas eu cette news là. Donc moi, je t'ai dit, dans les 2 ans là, Lausanne, s'ils lui remettent un combat, je pense pas qu'ils lui remettront un pitbull tout de suite parce qu'ils lui feront payer un petit peu. Non, mais ça a du sens ce que tu dis. Mais il te prend déjà entre 10 et 15, il l'éteint. Et ça va vite. Il est actif, il fait 2-3 combats. Ça se trouve, c'est lui. Puis s'il faut, dans un an, t'as Parnasse qui a fini, ils lui mettent directement un top 5, il tombe d'accord financièrement, et puis voilà, tu vois. Mais je pense que l'UFC est en train d'arrondir un peu, surtout sur l'Europe, parce que je pense que ils sont en train de prendre conscience que l'Europe, c'est quelque chose à prendre en considération. Je te suis. Il y a eu un changement. Il y a eu un switch à ce niveau-là. C'est évident. On passe au lightweight. Ouais. Au moins de 70 kilos. Qui était la plus dure, là. Quasiment. Elle est relou. Avec les 93, moi, c'est celle où j'ai été le moins inspiré. On va développer pourquoi elle est. Mais oui, en fait, même tu vois la liste, tu dis what? Mais j'ai creusé mon cerveau quand même pour aller chercher des noms. T'inquiète, je vais aussi t'en trouver. Mais alors, tu vas voir, c'est plus tiré par les cheveux sur certains trucs. Le champion, c'est Ilia Topuria, l'ancien champion des moins de 66, qui était monté pour ça depuis juin 2025. UFC 317, son KO sur Charles Oliveira, qui suivait ses KO sur Volkanovski et Max Holloway. 0 défense pour l'instant. Aucune prévue au moment où on parle, aucune qui a été officialisée. Blessé apparemment, pas très gravement. Donc pas avant 2026. Il n'a pas confirmé lui sur ses réseaux, mais apparemment il serait blessé jusqu'à la fin de l'année. Donc possiblement pas avant 2026. Le classement à l'heure où on parle va nous faire sourire parce que le numéro 1 ils l'ont pas encore bougé puisqu'il n'a pas officiellement fait son combat dans la KT d'au-dessus. Donc dans l'ordre, Islam Makhachev qui est toujours dans ce classement, Arman Tsarukyan, Max Holloway, Charles Oliveira, Justin Gaethje, Dan Hooker, Paddy Pimblett, Mateusz Gamrot, Beneil Dariush, Raphaël Fiziev, Renato Moicano, Michael Chandler, Benoît Saint-Denis, qui n'a pas bougé après sa victoire à Paris, Grant Dawson et Mauricio Ruffi, qui est 15 malgré Paris aussi, qui détrône Ilia Topuria. Et sur cette KT, je vais aller plus loin, Aldric, de la question. Est-ce que quelqu'un de cette liste détrône Ilia Topuria? Ouais. Pareil. Là, on se rapproche d'un 50-50. Pour moi, c'est un 60-40 si Tsarukyan, il a vraiment le jeu pour l'embêter quand même. Et c'est lui qui va le faire, selon toi? Il a le jeu pour l'embêter. Ouais. 60-40, c'est beaucoup, hein. Donc... il peut se faire éteindre, mais physiquement, il est très fort. On sait maintenant qu'il fréquente beaucoup Khamzat. Parce que moi, je trouve qu'il était un peu... Pas en dilettante à Etiti, mais tu m'as compris. Tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, dans ces endroits-là, du fait du climat et un peu le mindset qui est dans cette team, c'est compliqué de se mettre vraiment au boulot à 100%. Et je pense que, voilà, tu sais, on sait qu'il a un peu d'oseille.
voilà, au niveau mindset, je pense pas que c'est là que tu peux te préparer pour faire vraiment le camp de ta vie. Et là, je sais qu'il est vraiment très proche de Ramzat et du coup, il voit un peu cette rigueur et tout. Et moi, je pense qu'il peut vraiment l'embêter, Arman Saroukian. Il est clairement dans les possibles. Ouais. Il est clairement dans les 60-40, possibles. ça commence à être pas mal comme stat. Hein. Peut-être, je te jure, c'est la seule KT où moi, j'arrive pas à visualiser un mec qui va le détrôner. Je pense, c'est très serré comme combat. Je pense que Topuria va battre Arman. Je peux me planter aussi. Ouais. Je pense qu'il va le battre. Je pense qu'il bat tous les autres de la liste, en fait. Après, à l'heure où on parle, je pense qu'il bat tous les autres de la liste, sauf peut-être un. Mais il va falloir le faire redescendre. Oui, je sais, ouais, j'ai compris. Toi, tu veux faire redescendre Islam. Oui. Ouais, mais ça a du sens. Mais je l'ai mis aussi. Une fois qu'il a fait son title shot plus haut, et il redescend et faire un super Islam fight. peut faire un truc. Après, ça dépend de la prise de masse. Mais dans les 2 prochaines années, moi, je t'ai mis que ça. Si tu regardes mon papier, là, il n'y a que ça. Arman, Islam en dessous. Et derrière, j'ai eu envie de parler de petits gars qui peuvent pousser, de petits transferts aussi. Déjà, charité bien ordonnée, parlons de nous. Nos petits Frenchies peuvent pousser. 2 ans, c'est long. Hein. Ouais, c'est long. Surtout quand tu as des jeunes de 27-28 ans. BSD, Fares. Après, il y a des mecs... On voit bien que BSD, il a changé le mindset, il a changé la structure autour. Là, pour lui avoir parlé, je peux te dire, tu vois qu'il y a eu un déclic. Tu peux parler de lui. Et qu'il est conscient qu'il y a eu un manque d'humilité en 2024. Il le dit lui-même. Et on va savoir ce que ça va débloquer. On va savoir jusqu'où tu montes. Il faut en parler. Il faut en parler parce que, regarde, je vais plus loin dans le classement. Moi, je t'ai mis au roll-by pour la petite clin d'œil, mais c'est pas mon préféré. Moi, mon préféré, même s'il est plus vieux que Fares et plus vieux que BSD, c'est Nazim Sadikov. Okay. Oh, Nazim Sadikov, je le trouve... C'est trop tôt. Mais 2 ans, c'est long. 2 ans, c'est long et tu peux faire un run en 2 ans. Et je veux le voir contre des adversaires plus forts parce qu'il m'impressionne à chaque sortie. Moi, Nazim Sadikov m'impressionne à chaque sortie. Après, il faut quand même parler du clan Nurma. Parce qu'il y a quand même un garçon qui s'appelle Ousmane qui va se taper avec Paul Hughes et qui a un niveau qui ne cesse de progresser. S'il monte à l'UFC dans les mois à venir, possible. Tu vois, Ousmane et Paul Hughes, il faut en parler. Il faut aussi... Ce serait son Topuria Islam bis un peu, enfin tu vois, avec une autre partie de cette team Rabib, quoi. C'est ça. Et puis tu as le champion de cette année, Alfie Davis, qui est pas mal aussi quand même. Hein, j'y crois moins. Hein. C'était juste pour la petite passe D parce que je l'aime bien. Je l'avais il y a quelques années, il s'entraînait au Tristar et je l'avais rencontré et il est cool. J'y crois un peu moins, mais il fallait en parler. C'est quand même le champion de titre du PFL. Et dans la liste, moi j'en ai un autre que je peux voir, mais il le fera pas. Mais que je pourrais voir dans un état d'esprit où Topuria arrive trop confiant parce qu'il l'a déjà KO'té. C'est Max Holloway. Parce que Max Holloway, avant le KO, il faut toujours rappeler que Max Holloway, il fait un très bon combat contre Topuria avant le KO. Raison. Donc un truc où il arrive à tenir plus sur la longueur. Surtout quand tu vois le combat qu'il a fait contre Dustin. Ouais. Max Holloway. Surtout quand tu vois le combat qu'il a fait. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que quand on voit le combat, c'est pas le même Max. Hein. Franchement, Justin et Dustin, ces 2 derniers... Non. Step up. Hein. Il continue à faire des ajustements dans son jeu. Ah oui. Et donc, dans l'idée où Islam redescend pas, dans cette liste... Avec Arman, le mec que je mettrais le plus haut en possible mec pour détrôner, c'est Max Holloway. Mais potentiel de... Même s'il a 31 déjà, Nazim Sadikov, quand même... Ouais, c'est intéressant. Il est excitant quand même dans le sport. Hein. Franchement, KO Power, surtout quand tu vois que en fait, il est quand même... Alors, pareil, je reprends, je vais faire un comparatif, mais c'est pas un comparatif. Souvent, on dit, ouais, mais fais gaffe, il est ouvert défensivement. Non, Topuria, il est ouvert défensivement parce qu'il cherche le finish. Axel est comme ça aussi. Quand tu cherches le finish, t'es pas à la distance safe, tu vois, donc bien sûr que tu prends des coups. Ouais, c'est le combat, tu vas prendre des coups. Donc un Sadikov qui a le KO Power, avec quelques progrès logiques dus à son évolution dans le classement, gardons-le à l'œil quand même. Mais tu vois, le résumé de ce qu'on se dit quand même, c'est qu'il y a aussi un monde où Topuria il règne pendant quelques temps là. Ah oui, parce que si je vais chercher des mecs qui ont fait leur 2e ou leur 3e à l'UFC, c'est que finalement c'est pas si complet que ça. Je suis d'accord. Parce que Geji, d'ailleurs, c'est la seule KT. Hein. Geji aujourd'hui, puisqu'il parle de Geji possible pour un adversaire pour lui. Hein. Passe pas. Geji, ça passe pas. Même si j'aimerais bien le voir quand même, pour le côté excitant. Ah oui, non mais carrément, ce serait fun comme combat, ça passe pas. Oliveira, on l'a déjà vu, c'est pas passé. Dan Hooker, ça passe pas. Mais non. Paddy Pimblett, ça passe pas. Gamrot, ça passe pas. Tu vois, enfin, je peux te refaire tout le reste de la liste. J'ai que Arman et Max. Non, il va régner. Ou Islam qui redescend. C'est la future grande star de l'UFC. Pour ça qu'on est allé chercher des noms un peu plus loin. Bien qu'Arman peut faire une dinguerie. Oui, Arman peut faire une dinguerie. Je t'ai dit Arman, Max et Islam qui redescend. Mais seul que je vois dans cette top 15 qu'on a dit. Je suis d'accord.
On passe au welter. Ouais. Moins de 77, le champion c'est Jack Della Maddalena. C'est depuis mai 2025 UFC 315 où on était pour Manon. Aldric, victoire par décision unanime sur Belal Muhammad. 0 défense pour l'instant, mais il y en a une qui est prévue déjà, qui est officielle 15 novembre 2025, UFC 322. Islam Makhachev qui monte donc et qui n'est donc pas dans le top 15 que je vais vous citer là, mais c'est lui le challenger à New York au Madison Square Garden. Le top 15 dans l'ordre, Belal Muhammad, Sean Brady, Shavkat Rakhmonov, Leon Edwards, Kamaru Usman, Ian Gary, Michael Morales, Joaquin Buckley, Carlos Prates, Colby Covington, lol, Gilbert Burns, Geoff Neal, Daniel Rodriguez, Gabriel Bonfim, Kevin Holland. Je lolais Aldric parce que ça fait 1280 jours. T'as pas vu passer la stat qu'il a pas gagné un combat, Colby, et il est top 10. La dinguerie. Enfin, à un moment, faut enlever ces mecs-là. Fasse son jubilé à la Maison Blanche et qu'on l'enlève de là. Qui c'est que tu vois? Qui Alors, détrône Jack Della Maddalena? Et est-ce que c'est Islam qui le détrône en novembre, tout simplement? Il peut. Je suis juste un peu inquiet parce qu'il est énorme, Jack. Il est énorme. Et je suis un peu inquiet de ça. Et Islam, on sait qu'il a un jeu où il aime quand même... Islam, il a le côté un petit peu de Ousmane. Nurma, ils aiment échanger debout. Et contre Jack, ça peut vite être trop tard, tu vois, si tu te fais toucher fort. Donc, le match-up m'intéresse, mais clairement, il a les qualités. Il a les qualités pour le faire et on a envie de voir ce que ça va donner en welter. Vraiment. Donc, bien évidemment, mon favori, c'est Islam. Et là, je suis obligé. Et ça, c'est là que tu vois que cette KT, elle a changé. Parce que c'est en lightweight, on va chercher des petits poussins. Et en welter, moi, j'en ai 5 tout de suite à te donner. Welter, c'est la KT où j'avais le plus de noms. Ouais. Tu fais la liste et tu dis, ah ouais, lui, il peut. Lui, il peut. Ouais. Ah ouais, en fait, lui, il peut. J'y vais tout de suite. Pour moi, Sean Brady, on sait qu'il a le gabarit. Il a un peu moins fort qu'Islam en standing, mais je pense même que c'est un meilleur grappleur. Les gens ne se rendent pas compte du niveau de Sean Brady en grappling. Il est exceptionnel. C'est un gros Walter qui flirte avec les 90 au jour du fight. De toute façon, c'est simple. Mais de premier, normalement, ils s'affrontent. C'est Shavkat et Sean. Normalement, ils sont tombés d'accord sur un possible affrontement. Ils devraient s'affronter là avant la fin de l'année. Ces deux mecs peuvent détrôner Jack. Ouais. Complet. Ça, c'est une certitude. Et ils vont s'affronter, donc le chemin va se faire tout seul. Je les ai dans ma liste de mecs qui peuvent détrôner, sûr. Tu vois, il y a ça. Et après, j'ai 3, pas des petits poussins, hein, 3 mecs maintenant qui sont en train de montrer de très belles choses. Yann Gary, parce que c'est fort. Morales, on ne sait pas. Morales, c'est l'inconnu. Gabarit, judo, puissance, mais il nous faut un gros test maintenant. Ouais, on a envie de savoir. On manque de ça. Et mon fumeur de clope préféré, avec qui je parlais devant l'hôtel, Carlos Prates. Hein. Mais je suis d'accord. Parce que Prates, derrière la déconvenue, il fait... Rappelle-toi, Shavkat, il a eu du mal à boxer avec Josh Neal. Il a étranglé derrière. Il se méfiait quand même. Prates, il l'a outstriké. Je suis d'accord. Ça ne veut pas dire que tu as eu une défaite. Quoi. La défaite ne veut pas dire que tu ne peux pas refaire un run. Moi, Prates, il a dit qu'il n'avait plus beaucoup de combats, Prates. Je ne sais pas si tu as lu l'interview. Ouais, j'ai lu. En même temps, vu ce qu'on a vu. Oui, moi, j'ai un peu parlé avec lui. Il a une vie de fou. Hein. Ouais, je sais. Vraiment. Même d'où il vient et tout, c'est une dinguerie. Mais moi, je le mets dans ma... Et t'as raison, toute cette liste, elle est folle. J'ai même noté encore un autre nom, moi. Sur un scénar un peu particulier, mais de un Jack qui n'est pas dans le meilleur des soirs, et lui revient dans un très bon soir, et Kamaru, il peut le faire. Je te jure, Kamaru, il peut le faire. Quand on voit ce qu'il a fait contre Khamzat, évidemment. Kamaru, il peut le détrôner, Jack aussi. C'est quasi toute la liste d'ici. Non, mais la KT Walter est magnifique, là. T'es sûr que Leon Edwards, pareil, sur un bon soir et l'autre est dans un mauvais, il peut pas battre Jack Della Maddalena? Là, ils ont réussi à faire Mec Walter Great Again. Hein. Vraiment. C'est dédicace à Colby, pour le coup. Mais c'est fou. Tu vois, je te l'ai fait en traître un peu, t'as vu? Il y a presque Belal que j'ai moins parce qu'en plus, on vient de voir le combat. Non, mais déjà, Belal... En fait, bien Belal, il s'est persuadé d'un truc là. Il aurait essayé il fallait plus rester sur le scénario Ragdoll à Montréal. Il s'est gravement planté avec ces histoires de Canelo. Tu sais, je pense que des fois les mecs, ça leur monte à la tête leur conférence de presse, tu sais. Mais bien sûr que Belal est dangereux, mais je pense que malgré tout, et je le redis, oui, il a essayé de boxer, mais c'est surtout les déplacements de Jack qui ont fait que ça a annihilé la lutte de Belal. Donc non, je pense que là il y a trop d'écart et puis il a pris beaucoup de coups et puis c'est pas le même. Il est moins frais dans son run Belal. Oui. J'y crois moins, mais cette KT est exceptionnelle. Il a un peu passé la page. Ouais. Mais donc tu te rends compte qu'on vient de dire que de 2 à 9, le seul qu'on n'a pas cité c'est Buckley. Hein. Non, j'y crois moins. Moi aussi. Après, sur la dernière perf, j'y crois moins. C'est le seul qu'on n'a pas cité en possible, même selon certains scénarios. Et aucun de ces mecs-là n'est le challenger. C'est Islam qui arrive. C'est fou, cette KT. Elle est magnifique, la KT Walter. C'est incroyable. Et moi, pour te répondre, celui qui va le détrôner, c'est Islam Makhachev. On aura le temps d'ici novembre, de faire la preview, mais je pense qu'il va le battre. C'est J. Greg Jones.
Pour moi, Oui, c'est la. game changer. Je vois, il est dans le coin et ça lui fait tellement plaisir d'affronter les mecs de Non, mais Rabin. vraiment. Le mec est en train. Pourtant, je le dis, hein, le sol, c'est quelque chose qui est culturel. Chez moi, j'en parle même. Allez, on se fait des confidences. Tu as vu que je veux même l'intégrer dans mon logo du club parce que le jujitsu, c'est quelque chose de historique chez moi, en plus de la lutte et de tout ce qui est scramble et trucs comme ça. Et vraiment, ce que fait Greg Jones, c'est comment il est en train de reconstruire. C'est le seul qui va être plus fort que John Danaher. Parce que John était quand même adapté au MMA via Georges Saint-Pierre, qui le payait en plus, mais il était dans une vision du grappling. Greg Jones, il est dans une vision MMA d'Agastanaise. Tu vois, sur les contrôles, sur ses façons de faire. Et je vous encourage, les gars, ceux qui me demandent, ouais, mais sur quelle vidéo technique il faut regarder, avant d'aller chercher John, regardez Greg Jones, ce qu'il vous propose, parce qu'il fait des DVD, il fait des instructionnels en e-learning un petit peu, tu vois, et c'est complètement fou. Ouais, non, c'est un malade. Donc, il peut être game changer pour ce combat quand même, je te jure, il est trop fort. On en garde sous le pied parce qu'en novembre, on aura le temps, dans Eldrick Herbie notamment, de bien vous preview tout ça et une analyse détaillée de ce combat qui arrive. Mais voilà, on vous a bien fait comprendre que cette KT, elle est magique en ce moment, tout simplement. On passe au middleweight, au moins de 84. Ouais. On sort d'un gros week-end pour les middleweight avec Nassourdine contre Caio et la victoire de Nas. Le champion, c'est Khamzat Chimaev, vous le savez tous, depuis août 2025, l'UFC 319, le dernier numéroté en date. Donc c'est le plus jeune champion de toutes ces catégories masculines. Sa victoire, décision unanime, c'est même pas le UD, là c'est pour dominante, hein, c'est même pas pour decision normalement, parce que sur Dricus du Plessis, 0 défense, aucune prévue pour le moment, bien sûr. On n'a pas encore de date pour tout ça. Le top 15 dans l'ordre, et c'est l'ordre qui a été mis en... Après la victoire de Nassourdine. Voilà, après la victoire de Nassourdine, Dricus du Plessis reste numéro 1. Nassourdine Imavov, Sean Strickland, Régnier de Rieder, Israël Adesanya, Anthony Fluffy Hernandez, Robert Whittaker, Caio Borraio, qui est 8e, qui est passé 8e, Michael Venom Page, Jared Cannonier, Roman Dolidze, Brendan Allen, Paulo Costa, Marvin Vettori, qui est encore dans le top 15 quand même, et Roman Kopilov. Qui va détrôner Khamzat, et est-ce que quelqu'un détrône Khamzat avant quelque temps, Aldric? Parce qu'après ça... On sait, hein, le narratif qu'il y a eu après sa victoire, quand même, c'est qui va arrêter ce mec-là? C'était même le titre, nous, de notre débrief de la miniature. Qui peut arrêter ce mec-là? Je vais te répondre en proba, pareil. Le cœur fait que j'aimerais bien que ce soit Nassourdine qui est le prochain title shot. Même si on sait qu'aujourd'hui, il y a... Je sais pas, hein, Younes nous va peut-être avoir des calls avant, mais il y a Nassour, il y a De Rieder et il y a Fluffy qui sont, selon Dana, sur des demi-finales mondiales. Je trouve que Nassour, je le redis, a fait une bonne prestation. Néanmoins, s'il y en a un qui finit, à voir ce que les instances de l'UFC vont décider. Fluffy, on sait qu'il est américain. De Rieder, on sait que l'Europe, c'est un continent qu'ils veulent pousser. Et surtout, il a fait quand même il était assez agréable à regarder, on va dire, sur son run à l'UFC. Donc, il y a ces 3 noms. Sur ces 3 noms, je ne vais pas plus m'étendre parce qu'on fera ça sur une preview. Mais je pense qu'on est entre 70-30. Celui auquel je crois le moins, je le dis direct, c'est De Rieder. Regardez les combats en grappling, je pense que ça passera pas. Ouais, ça passe pas non sur Khamzat. J'essaie de pousser un peu l'analyse. Fluffy, et ça m'embêterait qu'il batte Fluffy parce qu'il a moins de chances pour moi de battre Khamzat qu'un Fluffy. C'est le jeu, hein. C'est le jeu, total. Déjà, il peut le battre, c'est le combat. J'ai appris cette nuit qu'on serait co-main. Donc je vais pas encore voir le combat. Je suis absolument. Co-main à Vancouver, donc. Ouais. Donc Manon contre Jasmine, c'est déjà c'est une bonne nouvelle quand même. Ouais, cool. C'est un signe. Pareil, moi je suis. Ce qui se passe en ce moment est bon signe pour nous tous, hein. Pas que le clan Boxing Squad. Hein. C'est respect sur le MMA français et prise en considération. Et t'as vu ce qu'on a dit sur la noche? T'as vu où ils ont mis Tatiana Suarez qui sort aussi d'une défaite pour un ça. titre? C'est Elle est en prélim. C'est pas le même traitement. Non. Et t'es quand même sur une fight card où il y a des contenders. Il y a Eman Zahabi, il y a du monde sur la carte. Hein. Et on est co-main. Donc tout ça est bon signe pour nous tous. Mais de toute façon, les middle, pour reprendre les middle, c'est la seule KT où on a déjà répondu à notre question, plus ou moins. Puisque quand on a fait l'épisode sur Khamzat qui pourra l'arrêter, on a répondu à cette question. C'est pour ça qu'il fallait reparler de ces 3 noms. Il y a moins d'un mois. Donc t'as les 3 noms, De Rieder le moins haut, et le plus haut c'est Nassour, puisque tu m'avais dit ça il y a 3 semaines, donc c'est toujours le cas. Mais je t'ai mis 3 petits noms en plus quand même pour agrémenter le débat, parce qu'on est d'accord que oui, c'est pas un Aldric Herbie matchmaking, mais on est sur une période de 2 ans quand même. Ouais. Et donc, les middleweights sont dans le prochain matchmaking la semaine prochaine, donc gardons sous le coude quand même. Moi, je vais te donner 2 noms avant de te parler de Caio, parce qu'il faut quand même reparler de Caio, même s'il a l'âge de Nassourdine et tout, il faut reparler de Caio. Mais avant de parler de Caio, Costello Vanstenis vient prendre la ceinture, il est pas mauvais du tout. Très bon grappleur. Vous l'avez dit. Ceinture du PFL. Quand je vous avais dit il va prendre le titre,
Je suis pas devin, les gars. C'est juste qu'il y avait une chance pour qu'il le gagne grâce à son grappling. Intéressant. Très gros grappleur. Son management, c'est Nima Safapour. Nima Safapour, mon management, très lié à l'UFC, via des noms. Donc, il peut se passer un truc. Il peut débarquer à l'UFC, ce mec-là, par la suite. Et dans ce cas-là, tu le vois monter vite, toi. Ouais, il est pas mal, Costello. Il faut en parler. Chris Leroy Duncan, il est sur un beau run. Dans les 2 ans, il peut exploser. Spectaculaire. Coup de coude retour. Tu sais, tous ces gens qui peuvent mettre fin à un combat comme ça, très explosif, à garder dans l'œil. Et maintenant que j'ai parlé de 2 noms dans un possible futur, reparlons un petit peu de Caio quand même. Parce que moi, je l'ai trouvé Faut pas l'enterrer. tellement progressé sur son stand-up. Moi, il m'a impressionné. Pour moi, c'était le FC Sochaux contre le PSG debout, tu vois, vraiment, pour ceux qui regardent le football. Donc, il progresse, le garçon. Hein. Et à une vitesse grand V. Hein. À une vitesse grand V. Oui, et puis il est loin d'être... C'est pas parce que tu as perdu contre Nassour, qui est l'élite de cette catégorie, que t'es fini, quoi. Largement pas. Je continue à dire que celui qui est capable de refaire le match-up le plus impressionnant contre Ramzat, c'est Nassour. Il défend la lutte, vous l'avez vu là. Ses premiers rounds, ils sont en train de le gommer. Et il a plus de... Comment dire, d'inattention. Son explosivité en striking fait que tu peux. Je redis qu'il est capable de faire le game plan de Ousmane. Je le redis. Et c'est bizarre, hein, après le combat de ce week-end, je pense qu'on va moins me prendre pour un fou dans les commentaires. Mais c'est pas grave, j'assume. Mais je dis attention à Caio parce qu'en 2 ans, comme il a uploadé son striking, c'est quand même assez impressionnant. Mais vraiment impressionnant. C'est une KT qui va être intéressante à traiter dans notre épisode matchmaking en longueur. Alex, c'est un régal. Mais oui, mais le début. En fait, quand tu regardes même la fin du top et tout, il y a quand même plein de noms que tu vois pas monter. Non, mais il y a plein de noms qui arrivent quand même. Hein. Et voilà, c'est pour ça que le matchmaking... Il y a certains mecs du Dana White Contender Series et tout qui arrivent. L'épisode matchmaking va être intéressant. Ouais. Mais tu vois pas MVP devenir champion. Mais non. Tu vois pas Canonnier. Non. Tu vois pas Dolizé. Tu vois pas tout. Brendan Allen. Non, mais tu vois pas Paulo Costa. Le top 15. Attends, je t'ai donné que... Marvin Vettori. Tu vois, toute la fin du top, non. Tu vois il les prend à la suite. Ramzat, il peut les prendre à la suite. Avec Strickland. Certainement pas. Adesanya en 2025, à l'heure où on parle. Non. J'ai du mal à y croire aussi. Donc, à part les 3 qu'on voit dans c'est ça. Le combat de qui va prendre Ramzat, derrière, c'est compliqué de voir un mec qui peut le détrôner ou qui aurait une chance de le faire. Après, il faut aussi prendre en compte qu'il y a un Dricus quand même aussi qui peut se refaire. Moi, je t'ai dit. Dricus qui arrive avec un tout autre plan et un tout autre machin. Ils ont fait une énorme bêtise. Ils l'ont pas respecté. Ouais. Il a fait un camp comme d'habitude. Et c'est une très grosse faute. À qui elle incombe? Je sais pas, Dricus, son coach, ils l'ont pas respecté. Donc ils se sont fait ragdoll, point final. Mais avec un meilleur camp, avec des lutteurs, pourquoi pas? Ça reste un mec quand même très puissant, énorme, une force de la nature, Dricus. À voir quand même. Il faut pas l'exclure des débats. Et j'ai les mêmes que toi, en possible qui va le détrôner. Toi, c'est Fluffy, on le sait. J'ai Nassour et Fluffy. Trouver un t-shirt Fluffy pour qu'il puisse faire le prochain podcast. Cool. Je te promets que je te ramène un. Mais non, mais il faut surtout pas, tu vois, par exemple, que Nassour le prenne mal, ou tu sais bien que le cœur vote pour Nassour pour le coup. Mais je les mets au même niveau. C'est pas Nassour qui va mal le prendre, c'est un mec qui voulait affronter Carlos Prates dans la tribune. Dédicace à Younes. Mais je les mettrai au même niveau. Fluffy, en fait, il y a un truc, il peut aussi se faire ragdoll pendant 5 rounds. C'est-à-dire que si la dimension physique de Ramzat est trop pour lui, il peut se faire éclater. Mais on va savoir avant. Ce que Nassour ne se fera pas éclater à ce point-là. Je ne crois pas que Nassour se fasse éclater au point où Fluffy peut se faire éclater. Par contre, si la dimension physique, Fluffy est au niveau, dans ce qu'il va proposer, on en a parlé, je vous renvoie à l'épisode avec Julien Casier où on parlait de grappling, où on a parlé de Ramzat et Fluffy et ce qu'ils font de différent. Il peut l'embêter très fort. Il peut l'embêter très très fort. T'inquiète pas, cette réponse, tu l'as le 18 octobre. Ouais, oui. Parce que c'est un gros middleweight aussi de Reader. Ouais. Même si c'est pas un as de la lutte, il est puissant. Il se propulse vers l'avant. Donc tu peux trouver dans la lutte en chaîne. Moi, je regarde ce combat. Malheureusement, je le regarderai sur une télé et pas en vrai, parce qu'on vient d'apprendre. Bon, je préfère être commune quand même à choisir. Oui. Mais le 18, je te réponds à ta question. Ouais, je vois ce que tu veux dire. S'il est capable de créer l'illusion, en tout cas qu'il a ses chances contre Ramzat ou pas, une fois qu'on verra de quelle façon il arrive à driver le poids et la puissance de Reader, je te réponds. Et là, si cette dimension physique Fluffy là, je le mets un tout petit peu devant Nassour. Parce que je vois beaucoup plus le combat que je vais avoir entre Nassour et Ramzat. Il est beaucoup plus clair dans ma tête. Avec un Fluffy qui tient physiquement, le combat, c'est un bordel. Parce qu'il peut l'emmener dans des coins qui
qui sont atypiques, enfin tu vois, qui sont un peu fucked pour te dire ce que tu as dit tout à l'heure, très désordonnés. Et là, j'ai beaucoup plus de mal à voir le scénario. Et il y a un monde où Fluffy il finit par s'il tient ce truc physique, finit par s'imposer. Mais en vrai, tu sais que la réponse à ma question à ça, je vais être clair. Pour l'instant, moi, c'est la seule catégorie où je vois personne détrôner Kramzat. Mais il y a des possibilités à moyen terme, Alex, mais en fait, il nous manque des infos. Il est favori contre tout le monde. Il est favori contre tout le monde. Et tu vois, un Nassourdine pas blessé. En fait, il nous manque des infos. T'as raison. Que fait Nassourdine pas blessé? Parce que là, il a quand même bien bloqué la lutte de Caio. Je pense qu'il peut l'éteindre. Que fait Nassourdine pas blessé? Ça, c'était la première question. Que fait Fluffy contre De Ridder? Est-ce que Fluffy il est capable vraiment parce que là, on demande à Fluffy de faire ce que n'a pas fait Bonical. Hein. T'imagines un petit peu? Donc ça va répondre à beaucoup de questions. Ouais. Fluffy, il boxe Bonical, il take down, il boxe De Ridder, pardon. Il take down et il le tabasse au sol. Là, tu t'interroges. Parce que Khamzat, pareil, c'est le champion. Il a été impressionnant. Mais en fait, il a mené son rythme tout au long du combat. Mais si quelqu'un conteste son rythme, est-ce qu'il tient synchrone? On a plein de petits... C'est un gros puzzle, la KT 84. On ne sait pas encore assembler les pièces. Même sans être contesté en rythme, il tient pas vraiment les 5 en plus, il tient 4,5. Hein. Dès que ça commence à se relever, tu sens qu'il est. Ouais. Et dès qu'il en prend une de Duplessis, t'as compris. Ça wobble un peu. Parce que. La même contre Nassour. Un Duplessis qui bosse un peu avec Greg Jones, qui est capable de scramble. Tu sais, par exemple, là, je fais référence à ceux qui regardent les DVD. Tout le travail sur les selles pour récupérer une croix, tout ça qui a été incapable. Le niveau technique, je le dis, déplorable de Dricus pendant ce combat. Il a une croix, c'est une catastrophe. M'en fous de pas être populaire pour ses supporters, je le dis. Donc, un Dricus au niveau qui a plus de tricks pour sortir d'une croix, qui remet du rythme, il se passe quoi, Alex? Pour l'instant, on ne sait pas. C'est très intéressant. Donc, warning, il faut attendre un petit peu, il faut regarder. Et important que tu aies noté la blessure de Nassour, parce que c'est des KT avec les match-ups dont on parle depuis tout à l'heure, où ça peut vachement jouer ça. Évidemment. Nassour arrive blessé dans son title shot, ou inversement, il arrive en pleine forme et que Khamzat lui est un peu blessé ou machin. Surtout notre Nassour. Khamzat est blessé contre un Fluffy, inversement ou machin. Ça peut vachement jouer en fait ça. Nassourdine Imavov faisait le poids de Sean Brady le soir du combat. Ouais. C'est un vrai middle. Je rappelle que Sean Brady est un welter et que Nassour est un middle. C'est un vrai middleweight. Donc, déjà que le mec est moins lourd que les autres, si en plus il a un problème de déplacement, ça fausse le jeu. Donc, il a réellement un niveau extraordinaire, Imavov. Donc, je voudrais le voir. Mais pour vraiment faire l'analyse pure, voilà un petit peu les choses qu'on a besoin de voir. Je vous ai fait un petit résumé des 3 combattants qu'on a sur lesquels... Et De Ridder. Si c'est De Ridder qui explose Fluffy... Ouais, bien sûr. Non, mais bien sûr. Donc, avoir un petit peu cette dimension physique, ce rythme, ces déplacements aussi pour Nassourdine, on aura nos réponses. Par contre, ce qui est magnifique, c'est que dans l'année, on va avoir ces réponses. On n'avait pas à vivre très vieux. Fin 2026, on sait tout ça. Donc, même les plus âgés de nos auditeurs, je ne sais pas si on en a, pour regarder les stats, Justine. Est-ce qu'on a des gens de plus de 90 ans dans ceux qui nous suivent? Mais on répondra à cette question. Vous tenez un tout petit peu le coup et on répondra à cette question. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine dans le Jab Culture, puisqu'on fera nos épisodes spéciaux matchmaking qu'on fait tous les mois avec Aldric. Et ce sera sur ses poids moyens, c'est moins de 84 kilos. Donc, on va tout vous dire aussi sur les prospects à aller chercher, les autres prospects de l'UFC, ceux qu'on peut aller chercher en dehors. Beaucoup de choses à dire sur et les espoirs même, beaucoup de choses à dire sur ces moins de 84. Rendez-vous la semaine prochaine. On passe au light heavyweight, au moins de 93 kilos. Le champion, c'est Magomed Ankalaev. Depuis mars 2025, UFC 313, sa victoire sur décision unanime sur Alex Pereira, Powhatan qui régnait jusque-là. 0 défense pour l'instant, mais elle est prévue, elle est officielle bien sûr, 4 octobre, UFC 320, le prochain numéroté, contre ce même Alex Pereira. Pour la revanche, le top 15 dans l'ordre, Alex Pereira, Jiri Prochaska, Carlos Hulberg, Ralil Rountree, Jan Blachowicz, Jamal Hill, Dominic Reyes, Alexander Rakic, Volkan Ozdemir, Azamat Murzakanov, Bogdan Guskov, Johnny Walker, Nikita Krylov, Alonso Menifield et Zhang Mingyang. Pour le coup, le matchmaking, c'était il y a moins d'un mois. On vous a proposé un épisode, on vous renvoie là-dessus, où on analyse tout le top 15 aussi, les chances des runs des mecs. Mais on va répondre à la question tout de suite. Qui détrône Ankalaev? Et est-ce que c'est Pereira le 4 octobre, tout simplement? Ouais. J'y crois. Parce que c'est pas le même Pereira qu'au premier? T'as vu, il a été sur aucun meet and greet et rassemblement de l'UFC. Le mec est retourné au charbon, il la veut, sa ceinture, et moi j'ai envie de voir. Et je pense que, en fait, il y a 2 noms. On va parler un petit peu des prospects après, parce que 2 ans c'est long, mais il y a 2 noms, moi, dont j'ai envie de parler, parce que Ankalaev, il reste quand même très enfermé dans un schéma de striking. Il n'utilise que pas ou plus sa lutte, mais va savoir pourquoi. Il y a des raisons, peut-être. Regarde que Ousmane, avant de faire le traitement, c'est pas l'hormone de croissance qu'il a fait, c'est les cellules souches. Il luttait plus.
pour des raisons handicapantes. Est-ce que c'est pas la même chose pour Ankalaev? Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est une obligation de ne plus utiliser sa lutte? Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il gagne ses combats debout. Donc, bien sûr que je pense que Pereira peut le battre. Et moi, j'aimerais bien le voir face à un Rountree quand même. En plus Pereira qui a fait... Il feinte, là, tu vois, qu'il publie plein de trucs où il fait de la lutte. Ne vous inquiétez pas. Hein. Pereira, il va pas lutter, après ce qu'il pas s'est du fait, tout. après ce qu'il s'est, la façon dont il s'est fait dominer en striking, sa spécialité, vous inquiétez pas qu'il va striker Pereira en octobre. Mais un Rountree, tu sais que ça pourrait poser problème. Donc, pour Ankalaev. Ouais. Ok. Ouais. Ouais. Parce que sinon, Aldric, j'en vois pas beaucoup, moi, dans la liste. Non. Des mecs. Si D'ailleurs, pour les deux cas, hein, quand Ankalaev la garde ou que Pereira la prenne, chez Prochaska. Alors, lui, il veut combattre dans toutes les catégories. Bientôt, il va dire qu'il peut aller en flyweight aussi. Khamzat, il a parlé de 93 aussi, il faut l'évoquer. Parce que par contre, là, c'est un problème pour Ankalaev. Aldric, c'est le nom de ma liste. Sur le mec qui va détrôner, que ce soit Pereira qui la prenne le 4 ou Ankalaev qui la garde, le mec qui va le détrôner, c'est Khamzat. Ouais, Khamzat, il peut. Ouais. Là, dans cette caté, il peut. Dans cette caté, il peut. C'est terrible à dire, mais pour moi, c'est lui. Et en prospect, parce qu'à un moment, s'il tient 2-3 défenses, il défend contre Nassour, il défend contre un Fluffy ou un De Ridder derrière, tu vois, il en a 2-3 là. L'UFC, ils vont lui donner. Hein. S'il veut aller à 93, après, ils vont lui donner. Si c'est Ankalaev qui reste, donc il faut qu'il fasse des gros progrès. Hein. Rountree, il peut le gêner, vraiment, parce que Rountree, il a un sale striking quand même. Hein. Le reste. Et après, allez, 2 ans. Il y a 2 noms de petits jeunes que j'aime bien, moi. On a notre Français Oumar Sy. Il va savoir en 2 ans, il peut éclater. Quand on voit le sérieux avec qui il a fait. 2 ans, les runs sont possibles. Et on a Yaklaev, hein, de l'ancien champion de Dares, hein, qui est jeune. Donc et ils qui est sont tous les deux en dehors fort, du top 15. Ah oui, en 2 ans. En dehors du top 15, tu vas pas ça, Mourzakhanov. Mais non. Mourzakhanov, non, je suis d'accord. Non. Non, il y en a aucun. Moi, tous les noms que je lis de la liste top 15, c'est difficile. Zhang, on a vu ses limites pour l'instant. Il peut progresser aussi. Il est jeune. Il a que 25 ans, Zhang. Il peut faire Oumar aussi. Oumar a perdu contre Benifil, il peut faire un run. Zhang peut faire un run aussi. C'est ce que je te dis. Attention, 2 ans, c'est long. Peut-être que cette défaite à Zhang, elle peut lui servir. Le reste, c'est dur. Hein. Mais pour le moment, il peut pas. On n'a pas vu. Mais c'est pour ça que je te dis, pour moi, les mecs en place, ils le feront pas. Les prospects que tu as, même sur 2 ans, c'est jouable, mais c'est court quand même pour arriver. Non, mais moi, j'en ai parlé des petits jeunes parce qu'il fallait faire une passe D, mais dans les 2 ans, c'est pas. C'est pour ça que pour moi, c'est Khamzat. Ouais. Parce qu'en fait, sur les 2 ans, il a assez défendu pour demander à l'UFC de monter et que c'est lui qui bat ces mecs-là. Juste. C'est lui qui bat ces mecs-là. Juste et un peu triste quand même. Ça se trouve, on a peut-être d'ailleurs si Pereira, si Poatan prend là, on a peut-être une trilogie contre Ankalaev. Mais après 93, t'as vu, il y a quand même des poids lourds, au Dana White Contender notamment, qui redescendent. Qui se sont pointés à 100 kilos. Je pense qu'ils sont en train de renforcer un peu leur rooster par la force des choses, tu vois. On va avoir des trucs quand même dans cette caté, je le sens arriver. Ou alors c'est Pereira qui la prend, ils font une dinguerie, ils respectent enfin Vakitov sur le... Et non, ils l'ont raté en contrat, il l'a renouvelé au PFL, là. Va savoir pour combien, parce que le PFL en ce moment... Ah, Vakitov, pardon, c'était Nemkov. Non, Nemkov, ils l'ont raté. Nemkov, ils l'ont raté, ouais. Non, Vakitov, Vakitov va savoir après le run du... Pereira a repris, et tu vois, tu dois chercher un truc, ils viennent lui dire, désolé, on t'a pas respecté, viens, voilà le chèque. Tu sais pas, et puis ça devient un combat. Ce que je veux dire, c'est désolé, on t'a pas respecté du tout, on s'en foutait de toi. Mais c'est vrai, tu vois, mais ça peut arriver. Et boum, tu vois, et l'autre, comme c'est un pur combat de striking, qu'il a déjà battu comme ça, bon bah. Non, ça a du sens. 2 ans, c'est long, Alex. Ouais, t'as des scénarios qui peuvent se passer plein de trucs. Les poids lourds, dernière catégorie. Ça me plaît. Je t'ai réservé une surprise. Champion Thomas Spinal. Alors, depuis le 22 juin 2025 officiellement, et la retraite de Tom Jones, mais il était champion intérimaire depuis novembre 2023. Et Pantoja était champion avant qu'Aspinal soit champion intérimaire. Pantoja, c'est un vrai gros règne qu'il fait là. À l'UFC en ce moment, le vrai gros règne, c'est Alex Pantoja. Donc il avait pris ce titre intérimaire à l'UFC 295, KO sur Pavlovich. Il l'avait défendu une fois contre Curtis Blades. Depuis donc juin 2025, John Jones s'en va. Même si là, il fait des appels de phare terribles. John Jones, c'est terrible ce qui se passe. C'est vraiment je veux exister. Hein. Donc champion officiel incontesté depuis juin 2025. 0 défense, bien entendu, puisque c'est très court, là. Mais la première, elle est prévue, bien entendu, 25 octobre, à Abu Dhabi. Cyril Gane, on vous l'a dit, on l'a répété, on vous fera beaucoup de choses autour de ce combat-là, parce qu'il est très important pour Cyril, pour tout le MMA français. UFC 321. Le top 15 dans l'ordre, et ensuite on discute Aldric. Ouais. Cyril Gane, Alexander Volkov, Sergei Pavlovich, Curtis Blades, Jailton Almeida, Waldo Cortés Acosta, Sergei Spivak, Derek Lewis, Ante Delija, qui est donc arrivé que 9, malgré avoir battu le 7. Marcin Tybura, donc il lui a reculé. Tai Tuivasa, Shamil Gaziev, Mick Parkin, Talison Teixeira, Walter Walker. Qui détrône Aspinal? Et c'est simple. Est-ce que c'est Cyril? Culture de l'instant. Cyril, il a ses chances. Je le dis depuis le début. Oui, et je suis content d'être rejoint par une partie de la scène américaine qui se disent, les gars,
je dis pas qui parce qu'il fait partie de ma surprise, mais il y a 3-4 interviews et podcasts américains que j'écoute où ils disent ouais, il a déjà fait la ceinture à Spinal, il l'a jamais défendu, il est à l'aise, il a déjà fait 5 rounds. Moi, je sais de sources sûres que Cyril l'a pris très, très au sérieux. C'est sûr. C'est sûr. Donc, ouais, bien sûr que c'est Cyril Gane. Déjà, c'est le premier à mettre la main dessus. Et moi, je pense qu'il peut se passer un truc. Il peut aussi perdre, hein, les gars. Ouais. Et moi, je vois 50-50 plus pour Cyril. Hein. Ouais, ok, sur une même ligne, mais en Ouais. étant Cyril. Je vais te dire, moi, quand j'avais eu la réflexion sur cette KT, sur toute la liste, c'est à l'heure où je te parle, c'est le seul mec qui, pour moi, peut détrôner Aspinall. Si Cyril le fait pas, il a un boulevard, Tom. Là, dans l'effectif actuel de l'UFC. Est-ce que je réponds à ta question tout de suite ou on continue à parler Ouais. de Cyril? De toute façon, on va faire une preview sur Cyril. On peut se on va montrer en faire court. plusieurs. On va faire plusieurs épisodes. Bon. Mais si c'est pas Cyril qui le fait, il a un boulevard, Aspinall. Dans l'effectif actuel qu'on a là. Juste. Maintenant, je vais faire un truc que j'ai jamais fait sur le podcast. Pourtant, on n'est pas fâché avec eux. Je vais faire une passe D à la sueur, qui a fait une interview de Francis Ngannou. Oui, bah, c'est le nom que j'ai. L'autre nom que j'ai. Je me doutais bien qu'on aurait. oui. Et les chiens font pas des chats, Alex. Et là, c'est Francis qui fait un petit appel du pied à l'UFC. C'est plus son coach. Donc, il y avait une construction là-dessus. Et ça a répondu. Je te disais la dernière fois, c'est son coach, Alex. Il peut pas faire allusion à l'UFC comme ça sans s'être concerté avec Francis. C'est voulu. Je parlais d'Eric Nixick, ref à une interview qu'il a fait il y a 3 mois où il remet Francis dans le débat de l'UFC. Mais on sait que pourtant, il dit beaucoup sur son podcast, il dit énormément de bêtises, Nixick. Il avait, je sais pas si vous vous rappelez, quand Strickland perd la ceinture contre Dricus, il lui fait le débrief en live devant les gens et Strickland la prend au volant de sa voiture. Donc il dit beaucoup de bêtises sur son podcast, mais là, c'était voulu la passe D à l'UFC, puisque Francis l'a dit qu'il restait un combat sur le PFL et qu'après il était libre. Donc on commence à mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Donc voilà, t'as quand même Cyril en 1, t'as Francis qui peut en 2026 retourner à l'UFC. On s'est mis 2 ans sur cet épisode. T'as un John Jones qui arrête pas de dire je suis là, et je suis là. Il lui redonne, tu crois? Il leur donne une chance à Jones? Mais ils veulent faire des... Alex, tu l'as dit toi-même, on s'en fout du sportif. Ils veulent faire des grosses cartes et ils veulent prendre de la monnaie. Donc pour peu qu'il y ait un... Moi, j'en suis au point de me demander est-ce que Dana, c'est pas complètement mesuré ce qu'il fait là. C'est-à-dire de dire non, John Jones, on le veut pas sur la carte. Ce qui fait que Jones en parle beaucoup, ce qui fait que ça fait monter la sauce et qu'à un moment, en mars ou avril, il dit bon, en fait, les gars, bien sûr que vous aurez Jones. Tu peux faire prendre la ceinture à Jones, que ce soit contre ou Aspinall prendre ou la contre ceinture à Cyril. Francis et faire défendre contre Jones à la Maison Blanche. Il peut se passer plein de trucs. Il y a un nom que j'aimerais rajouter. Mais le 9e. Francis, je l'ai. Hein. Le 9e. Alors Francis, on en parle, ça y est, je l'ai dit. Francis, c'est quand même le mec qui est en parti champion. Ouais, en TD déjà. Ouais. Il est moins. Alors, je crois qu'il peut. Attends, il peut le détrôner que ce soit. On recontextualise. En TD déjà. C'est les poids lourds après. Voilà. Techniquement, c'est le moins fort de cette liste. En même temps, tu as vu la liste. Cyril Gane, Aspinall, Francis Ngannou. La liste, elle est magique. John Jones. Déjà, mais par contre, pour l'avoir vu à Paris, et pour voir... Alors, je sais pas combien de temps elle dure, sa capacité d'accélération. Je sais pas. Oh, le début, il est impressionnant. T'as vu quoi J'étais bord de cage sur la première accélération. En vrai, ce mec-là, sur 3 minutes, il peut battre beaucoup de gens. Non, oui, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et après 10 secondes, je savais que le combat allait se terminer là, dans 1 minute max. C'était... Celui qui a les meilleures armes pour le faire passer pour un peintre, c'est Cyril. Parce que sur les déplacements, c'est le mieux. Mais il est sur 3 minutes, ce mec-là est dangereux. C'est un athlète. Et puis ça va monter vite. C'était juste pour ajouter un nom. Hein. Ça va monter vite parce qu'on reprend le truc. Ils vont lui donner quoi? Ils vont lui donner... il est capable de... Là, les autres, à part Cortés Acosta, un truc comme ça. Il est capable de les éteindre. Oui. Donc derrière, ils te donneront un Pavlovich ou un Blaise. En 2 combats encore, il peut être challenger. Il faut parler de lui parce qu'il peut y arriver à la ceinture. Il peut être challenger. Néanmoins, là, il est en train de se tramer un truc de fou. On peut avoir... Là, la caté poids lourd qui est, disons-le clairement, un peu pauvre. Tant mieux pour nous. Parce que Cyril, il a pu attendre et avoir son shot comme ça. Mais il peut se passer plein de trucs. Là, t'imagines, là, dans le même... le maillot, je le sors plus, les gars. John Jones terminé, il est rangé. Mais il peut revenir. T'as Francis, moi, c'est ce qui m'excite le plus. Francis, c'est super excitant. C'est absolument dingue. C'est super excitant. Que ce soit contre un Tom, que ce soit contre Cyril surtout pour une revanche. Son travail d'anglaise qu'il a fait, ses progrès, tout, a vraiment envie de voir. Une revanche contre Cyril. Un hypothétique, si jamais il reprend la ceinture en battant un des deux, tu fais sortir dinguerie. John Jones, tu refais... Dinguerie. Ça peut être dingue. Cette KT peut être dingue aussi. Ouais, donc là, t'imagines sur... Mais je le vois pas, tu vois, pour répondre, mais on va faire tout le preview là-dessus, bien sûr. Et
beaucoup de choses et on vous garde peut-être des petites surprises même autour de Cyril Gane et Thomas Spinal. Moi, j'ai ton 50-50 Gane plus. Moi, j'ai 50-50 à Spinal plus. Oui. J'ai Tout 50, s'entend là-dessus. 52-48, Ouais, 50. mais c'est serré, t'es d'accord avec Oui. moi. Et ma grosse inconnue, c'est si le combat dure et qu'est-ce que Spinal peut faire. Mais même, je te dis, moi, la mobilité d'Aspinal post-blessure, elle me préoccupe. Je t'entends, mais si je devais faire un pari aujourd'hui, je dirais que mon pari, c'est que Aspinal va garder sa ceinture. Et j'espère, qu'on va entendre tout de suite, j'espère avoir faux. J'espère qu'il ramène la ceinture à la maison, Cyril. Et il a de grandes chances de le faire, tu vois, qu'on entende bien mon propos. Donc je sais pas qui détrône ce mec, en fait. Bon, là, il y a du monde, en tout cas. Mais il y a des scénarios à faire. Peut-être que c'est Francis qui le détrône. Là, le gagnant d'Abu Dhabi, il a 1 ou 2 money fights fort sympathiques. Et peut-être que c'est Francis, en fait, tu vois, au final. Et l'histoire serait incroyable. Ah, moi, j'étais content de voir ce résumé d'interview. Ça me fait plaisir qu'il revienne dans le biz, Francis, vraiment. Et ça voudrait dire vraiment quand même que, malgré que ça reste le patron, il y a des mecs au-dessus de Dana qui lui disent... Là, on va voir comment ça réagit, mais là, l'appel du pied, c'est lui qui le fait. Tu vas enlever l'ego, tu vas enlever les batailles personnelles et tu vas nous ramener Francis parce qu'il y a des money fights de dingue à faire. C'est juste. Ça voudra dire ça. On passe aux 3 catégories féminines. Aldric. Oui. Strawweight femme, on n'a pas de championne. C'est la seule catégorie quand on n'a pas de championne. La ceinture est vacante. UFC 321 le 25 octobre, le même soir que Cyril contre Thomas Spinal. Virna Jandiroba contre Mackenzie Dern pour le titre. Très grosses grappeleuses qui s'affrontent. Et donc, ce classement, où vous allez les retrouver, bien sûr, les deux, elles sont numéro 1 et numéro 5. Ce top 15, Virna Jandiroba, Tatiana Suarez, Yan Xiaonan, Amanda Lemos, Mackenzie Dern, Lupi Godinez, Isman Lucendo, Tabata Ricci, Jessica Andrade, Gillian Robertson, Amanda Ribas, Angela Hill, Tessia Pennington, Loma Logbonme, Denis Gomez. Alors, qui va être championne, déjà, selon toi? Jandiroba ou Dern? Compliqué, je pense que Mackenzie, c'est un poil au-dessus en grappling. Et ouais, je vois Mackenzie de très près. Parce que Jandiroba, elle a quand même un style très mixé, tu vois. Et je pense qu'elle est un tout petit peu au-dessus dans le match-up. Mackenzie. Tu vois, moi, j'avais plutôt opté Jandiroba. Donc, on verra en octobre qui aura raison. C'est bien qu'on soit pas d'accord, c'est ça que j'aime. Exactement. Et on va prendre l'optique de chacun notre championne. Donc, toi, t'as Dern, moi, j'ai Jandiroba. Qui peut la détrôner après? Le plus sale match-up pour Dern, c'est Xan Xiaonan. Ouais. Si c'est Mackenzie. Et parce que debout, c'est quand même moins solide. C'est plus fort au sol et très athlétique maintenant, Mackenzie. T'as vu, elle fait de la prépa physique et tout. Elle est hyper athlétique, donc durable. Donc c'est pour ça que sur ce match-up, où je la vois pas faire tout le combat debout, moi, Virna, je la vois pas. C'est pas Mais par contre, en termes de responsabilité défensive et de déplacement, c'est plus fort que Mackenzie. Donc tu vois, autant elle a battu la chinoise, Virna, autant je la vois pas. Ouais, je pense qu'elle peut reprendre à Mackenzie. J'avais noté en possible de stop 10 Tabata Ricci. Ah oui. Si ça continue de progresser. Si ça continue de progresser. Elle aura, à mon avis, la perdante de Suarez. De Suarez Lemos. Ouais. Qui est ce soir. Donc si vous nous écoutez samedi. Mais par contre, elle a fait des progrès absolument fou, Ricci. Debout, c'est solide. Le cache control, elle est masterclass maintenant parce qu'elle met les coudes. Et c'est pas une fille qui est très âgée. Elle a 30 ans. Donc, on va en reparler de que ce soit Jandiroba ou Dern, ce sera soit la gagnante de Suarez Lemos, soit Yan Xiaonan. A priori, ça paraît le plus logique. Prospect en vrai, Xiaonan aussi. Hein. Moi, dans mon scénario où c'est Jandiroba, Xiaonan, elle peut et t'as quand même une jeune fille de 30 ans qui vient du Niagara. Gillian, elle a 30 ans, elle a un grappling exceptionnel. Rappelez-vous qu'elle avait finalisé Rose en 1 minute. 30 ans, t'as raison, si ça progresse. Gros grappe. Et elle arrive en force, là. Elle est sur une très belle série de win streak. Gillian, il faut en parler dans cette KT. Ok, donc on passe au flyweight, parce que c'est quand même la KT la plus intéressante chez les femmes. Je vais être très objectif. Je dis pas ça pour là l'objectivité. Je vais être très objectif dans cette KT. C'est comme Vakitov avec le contrat, là. L'objectivité, c'est... Mais c'est normal, hein. Il y a pas de souci là-dessus. La KT de Manon Fiorot, bien sûr. Et clairement, là, pour le coup, c'est pas parce qu'il y a Manon, c'est la plus intéressante chez les femmes aujourd'hui. C'est là où il y a le plus de match-up possible et sympa. Championne Valentina Shevchenko, le deuxième règne, depuis septembre 2024, UFC 306, victoire sur Alexa Grasso pour la trilogie, c'était à la Sphère. Une seule défense, c'est Manon Fiorot à Montréal, UFC 315. La prochaine défense, c'est Weili Zhang, le co-main event de l'UFC 322, 15 novembre au Madison Square Garden. Le top 15 dans l'ordre, Natalia Silva, Manon Fiorot, Alexa Grasso, Erin Blanchfield, Macy Barber, Jasmine Jasudavicius, Rose Namajunas, Tracy Cortez, Karine Silva, Miranda Maverick, Casey O'Neill, Wang Kong, Eduarda Moura, JJ Aldrich, Luana Carolina. Qui va détrôner
Valentina, et est-ce que c'est Weili? Tu Non. sais que j'hallucine parce que j'avais même pas remarqué que Wang Kong, elle était déjà top 15. Elle est top 15. C'est pas Weili? Non. Donc c'est Manon Fiorot? Attends. Moi, je te dis ce que je pense Je te et je vous titille fais un peu, pour Aldric. ceux qui aiment bien la KT, je vous fais le décompte très rapide. Valentina, ça prend Weili, pour moi ça gagne. Silva n'est pas matché, je vais expliquer pourquoi après. Manon, elle prend Jasmine. Macy, elle prend Karen Silva des Fighting Nerds. Ça a été annoncé cette nuit. Eric Blankfield prend Tracy Cortez. Je suis quasiment sûr et certain qu'ils vont matcher Rose avec Grasso. Parce qu'ils ont besoin de Grasso, elles reviennent sur un run positif. C'est les deux dernières qui restent, enfin, par Natalia. Ça pourrait être Silva, mais elles viennent de s'affronter. Ouais. Ça sert à quoi? Oui. Donc, Silva, on arrive maintenant à un moment stratégique. Moi, je pense que ça va être Manon, mais la gagnante de Jasmine, Manon, elle peut call out directement Natalia Silva. Parce qu'on sait que Valentina, elle prend son temps entre les fights. Donc, je pense que, vu que c'est les premières à parler, en fait, ton call out, il a de l'importance si ta victoire, elle est en corrélation avec celui-ci. C'est-à-dire que tu fais une dinguerie, tu fais un bon combat en Common Event de Vancouver, tu call out Silva, tu obtiens Silva. Tu fais un combat très moyen, tu n'es pas sûr de l'avoir. Ouais. Ils vont peut-être la garder en cartouche. Après, les autres, elles se sont mis dans des match-ups qui sont peut-être incertains, mais moi, je pense que Blankfield va rouler sur Cortez. Et je pense... Alors là où je pense que Macy bat Karen Silva? C'est compliqué. Hein. Ouais. Ben, Silva, depuis qu'elle est au Fighting Nerds, elle a des meilleurs déplacements, des meilleurs setups de lutte. Et je pense que au sol, c'est meilleur que Barber. C'est pas elle que je vois détrôner la championne. Mais Karen Silva, c'est un possible dans les 2 ans. Enfin, tu vois, dans cette période de 2 ans qu'on dit, j'ai envie de voir ce qui va se passer. Je te dis pas qu'elle va au bout ou quoi. Oui. J'ai envie de voir ce qui va se passer. Elle progresse. Elle est relativement jeune puisqu'elle a 31 ans dans la KT, c'est jeune. La prochaine championne, c'est Blankfield, je le dis depuis le départ, mais pas maintenant. Elle sera championne un jour, Blankfield, vu l'âge qu'elle a dans et 4 ou 5 les ans. progrès qu'elle a à faire. Donc pas sur notre période de 2 ans. Mais quand on parlera des flyweight, on dira un peu, parce qu'il y a des noms. Il y a des jeunes filles qui sont très jeunes dans cette KT et quasiment inconnues. Casey O'Neill n'est pas très âgée, Teresa Bleda n'est pas très âgée. Il y a plein de prospects, il y a plein de filles qui sont très jeunes. Quand je te dis pas très âgées, elles ont 23 ans, les petites. Hein. Il y a un truc qui m'intéresse dans ton scénar. Valentina, elle bat Weili là. Elle prend sa retraite. Elle va demander la KT d'au-dessus. Moi, je pense qu'elle monte. Donc, dans l'optique qu'a l'UFC aujourd'hui, je sais pas si on l'aura un jour. Chaque fois que ces derniers mois qu'un champion est monté, c'est tout le temps le cas parce qu'ils veulent plus de double champ. Elle laisse sa ceinture. Moi, je pense qu'on l'aura. Je suis pas sûr. T'as un scénar où le Silva Fiorot, c'est pour la ceinture indisputée. Ça peut. Enfin, ou Fiorot ou Jasmine d'ailleurs, pour le moi, coup, je pense que ce sera Fiorot, mais oui, moi aussi, c'est pour ça que je te dis ça. Mais il y a un scénar où c'est pour la ceinture. En tout cas, il y a un scénar où on a une chance à la ceinture en 2026. Ouais. Parce que pour une fois, ça s'est pas trop mal assemblé pour nous au niveau du calendrier flyweight. Maintenant, pas mettre la charrue avant les bœufs. Mission, et ça, ce sera après le combat de Kevin Jousset que je retourne au Canada. La mission, c'est de marcher sur Jesus Davicius. Ouais, bien sûr. Une fois que tu as fait ça, avec la manière, et Manon le sait, et pour call out Silva, bah voilà, la suite, c'est ou tu call out Silva pour une redemi-finale mondiale pour aller chercher Tchechenko, ou peut-être qu'effectivement, ce combat de Silva, il peut devenir interim belt. Nous, ça va être intéressant, les prochaines analyses des combats pour le titre féminin, notamment, Aldric, parce que pareil, je pense que celle qui détrône la championne, c'est Weili Zhang. Toi, tu penses qu'elle gagne? Ouais. Non. Il y a une dimension. Fight IQ, ça va pas. Il y a une dimension physique. Sa lutte, elle il y a me une plaît dimension pas plus physique que ça. qui est énorme. Je suis Quand tu vois les combats qu'elle a fait contre Rose. Je pense que Valentina va la sous-estimer. Si alors attends, je te suis pas. C'est plus dans cet esprit-là. Je te suis pas par rapport à ce que j'ai vu de Valentina après. Maintenant, là où je te rejoins et je suis obligé de te donner raison, si tu prends la Valentina du Fight One contre Grasso, elle se fait pulvériser par Weili. C'est pas elle perd. Je sais pas pourquoi c'est un feeling, mais t'as raison. Si elle est très elle a pris conscience de si elle est très sérieuse, Valentina, comme d'ailleurs elle a été sérieuse contre Manon, très sérieuse. C'est Valentina. Ouais. Donc je te la mets favorite. J'ai un feeling qu'elle va la considérer comme la petite qui vient d'en dessous et que le coach de Manon et son manager te dit je m'en fous, nous ce qu'on veut c'est notre run à nous et peu importe qui tu bats pour avoir une ceinture en 2026, on peut y aller. Mais après, les combats vont être très intéressants. Même là, moi j'aime beaucoup ce qui se fait là. Ouais, Barber Silva. Non, mais il y a des bons match-ups dans toute la KT, c'est sympa. La KT, là. Mais la grande perdante, c'est Natalia Silva. Et pour le scénario global, c'est presque plus intéressant que ce soit Valentina parce qu'en effet, il y a plus de chances que ce soit retraite ou montée après. Weili sera toujours dans le mix, sauf si elle redescend dans ce cas-là. Si Weili redescend, ça change aussi notre analyse de 115. Mais si elle reste là, Weili sera dans le mix à ce moment-là. Même si elle a perdu contre Valentina, bien sûr. Ça devient une playeuse, tu vois, de cette KT flyweight. C'est encore la KT la plus intéressante chez les femmes et ça va le rester pour les 2 ans à venir, je peux te le dire. 61, c'est un peu plus dur à regarder. Voilà. Et on finit avec ça, les bantamweight, les 61 femmes, la championne Kayla Harrison depuis juin 2025, UFC 316, soumission sur Juliana Peña, 0 défense de titre, aucune prévue
au moment où on parle, le top 15, je te le donne dans l'ordre. Juliana Peña, donc, qu'elle avait battu pour la ceinture. Raquel Pennington, Kathleen Vieira, Norma Dumont, Messi Chiasson, Irene Aldana, Eileen Perez, Mera Bueno Silva, Carol Rosa, Yana Santos, Jacqueline Cavalcanti, Nora Cornell, Misha Tate, Jocelyn Edwards, Daria Zelezniakova. Qui détrône Kayla Harrison? Et ma question est simple, elle n'est pas dans la liste, non? Sur la liste, il y a une fille que je trouve inquiétante pour elle au niveau du match-up. On commence par elle avant que je te donne mon... Norma Dumont. Norma Dumont, elle est dans mes possibles. Mais possibles, c'est quand même Kayla la favorite, quoi. Norma Dumont, c'est vraiment un sale match-up pour Kayla parce qu'en grappling, elle est forte. Black belt de jiu-jitsu, assez athlétique pour la KT. Meilleure en striking que Kayla. Ouais. C'est dans mes rares possibles. Hein, vraiment, Norma Dumont, je te dis, ils se battent pas pour l'affronter, c'est pas pour rien. Et après, bien sûr, mon choix numéro 2, tu l'as compris. On sait qu'elle a dit qu'elle allait revenir, Amanda Nunes. Donc évidemment qu'on va avoir ce combat. Évidemment. Est-ce que Amanda Nunes... Alors moi, c'est juste le ring rust, ou cage rust maintenant, parce que il faut changer le nom. C'est-à-dire la rouille liée au combat et à sa vie de maman qu'elle a pris très au sérieux. C'est l'interrogation. Mais ouais. tu sais ce qui me rassure sur un truc? Ça aurait pu déjà être plus ou moins annoncé, ce truc-là. Elle prend son temps. Ça l'est pas. Elle prend son temps. Et quand elle est là en juin et qu'elle monte, qu'en gros, elle fait comprendre qu'elle va revenir, ne faut pas croire, Aldric, c'est 3 jours avant qu'elle s'est dit, bon, ok. Non, elle l'a préparé, à mon avis. Elle le prépare depuis quelques mois. T'as raison. Elle prend son temps pour le faire. Donc, Amanda Nunes, qui est Amanda Nunes, ça va battre Kayla Harrison. C'est Amanda Nunes qui va être, qui va être la prochaine Moi, championne. je pense que Valentina, elle monte si c'est... Et là, ça, c'est Valentina, tu le connais, mon scénario. Si c'est Nunes. Hein. Je t'avais déjà parlé de ce scénario idéal. Les deux, elles gagnent. Valentina, elle bat Weili. Amanda Nunes, elle bat Kayla Harrison. Nunes, elles font le quatrième. Shevchenko, 3. Pardon. Et les deux posent les gants à la fin. Ouais. Peu importe la vainqueur. Les deux plus grandes de l'histoire s'en vont, pas main dans la main, mais ensemble sur le... Je suis un rêveur, là. Tu vois, c'est mon côté hollywoodien. Franck Gastambide qui nous regarde, il faut se mettre là, réalisateur. C'est le prochain Walt Disney. Ouais, non, mais c'est ça. On est plus sur Walt Disney que film d'action. Donnez un budget à ce mec-là. Franck Gastambide, donnez un budget à cette personne. On est presque sur une com-rom à l'eau de rose, tu vois. Mi eau de rose, mi prout-prout, mi un peu intéressant. Non, on n'est pas Alexandre Herbinet. On n'est pas sur le scénar le plus... Je te vois déjà descendre les marches du Festival de Cannes, Alex. Mais il y aurait une beauté dans ce truc-là. Que le 3, tu vois, ce soit le chant du cygne pour les deux. Oui, incontestablement. Mais n'enterrons pas Norma Dumont qui a un match-up qui pourrait être très compliqué. Bien sûr qu'aujourd'hui, tout le monde est focus sur ça. Nunes. Et le reste de la liste, c'est dur de voir quelqu'un passer Harrison. Hein. Pour le moment, en fait, si tu veux, Pennington, on a vu ses limites. Peña, on a vu ses limites. Chiasson, elle n'est pas très active. Le problème, et surtout la défaite face à Kathleen Vieira lui a fait mal. Aldana qui revient. Non. Aldana non plus. Perez, pour moi, très limité. Bueno Silva, pareil, trop limité. Même le passage au Fighting Nurse. D'ailleurs, selon Pablo, il était temporaire. Il nous a laissé entendre qu'elle y était plus. Ça revient aux États-Unis, oui, exactement. Hein, il nous a laissé entendre qu'elle faisait plus partie Carol du Fighting Rosa, Nurse. non, je suis désolé. Non. Yana Santos, non. Carol Rosa, c'est la plus jeune de l'équipe. Elle vient de faire 30 ans. Elle avait encore 29, je crois, quand elle affrontait Nora. Donc attention à surveiller aussi. Dans les 2 années à venir, si notre truc il est sur 2 ans, Alex, c'est quand même à surveiller. Jacqueline Cavalcanti, je sais qu'elle est partie à Vegas et tout. Jacqueline Cavalcanti. Tu peux progresser, hein, tu peux faire un run, mais. Jacqueline Cavalcanti, elle est prometteuse. Vraiment, elle a que 28 ans aussi. Mais la dimension physique m'effraie un petit peu. Elle a le gap de Manon à peu près, tu vois. Donc, mais elle peut faire un run. C'est plus une flemmarde qui veut pas coter, Jacqueline. Je serais pas étonné si elle fait des progrès et que ça va un run dans le bon sens. Je serais pas étonné qu'elle soit challenger dans les 2 ans à venir. Qu'à un moment elle y arrive, Jacqueline. Mais est-ce qu'elle sera championne? Ça, j'en sais rien. Je sais pas. Et pareil, ne dites pas ils ont pas parlé de Nora. Pour le moment, je pense qu'elle va nous montrer beaucoup mieux dans la cage quand il y aura Johnny dans son coin. Mais pour le moment, sur le contexte actuel, je l'évoque comme ça, mais effectivement, on ne peut pas l'intégrer. Et vous l'aurez très vite au micro de Jab Live, pour le coup. Avec des petites explications, peut-être aussi. Je sais pas bien sûr. On a bien. Mais c'est très cool de l'avoir. On parle bien de ce combat et bien sûr plein de force à elle. On sait qu'elle va rebondir sur son prochain combat. Mais oui, moi, je vois pas. Je suis clair et net. Je vois pas Nora battre Kayla Harrison aujourd'hui. Putain, il y a Misha Tate, elle est encore classée dans la KT. Misha Tate, c'est énorme. Écoute. La KT de Pokémon. Je t'ai dit tout à l'heure quand même, hein, Colby Covington est numéro 10.
Ouais, je sais pas si je préfère Mecha ou Colby. Bon, bah, vous avez tous nos choix, pour le coup, sur toutes les catégories, les 11 de l'UFC. On vous invite carrément en commentaire à nous donner les vôtres. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Pas d'accord avec nous? Est-ce que vous voyez des noms dont on n'a même pas parlé détrôner le champion actuel? On sera hyper intéressés. On essaiera d'interagir avec vous là-dessus et de vous répondre. Voilà, c'était un petit exercice hyper sympa, Aldric. Et puis, tu vois, c'est des exercices dans... Ah, moi, je me suis éclaté. Ça, c'est moins régulier que le matchmaking, mais dans un an, on peut le refaire, tu vois, Ouais. un truc comme ça, pour voir si ça a évolué et si on a eu raison, se donner des petites notes sur... moi, mon Jean Silva, ce soir, il peut exploser, mon prono. Non, mais on se rend pas compte, mais vraiment, il y a des UFC toutes les semaines, et toutes les semaines, on arrive à être hyper hypé par un ou deux combats quand même. Ouais, ça arrive. Donc, en ce moment, pour les fans, parce qu'avant d'être analyste, coach, ce que tu veux, journaliste, on est fan. Et franchement, on a à manger en ce moment, c'est cool. Je crois, peut-être je dis une bêtise, mais je crois que la semaine d'après, il n'y en a pas. Je crois qu'il y a un break Cette aussi. semaine d'après, je crois. Enfin, on vérifiera tout ça, mais après, on arrive sur un énorme mois d'octobre de numéroté, Cyril, pour la ceinture. Vous n'avez pas fini de nous entendre sur Jab Life et Justine n'a pas fini de nous écouter pendant des heures. Et bientôt, on verra la découverte de Justine. On fera un petit, on a eu des retours là-dessus. On fera un petit... Vous l'avez demandé. Pour ceux qui ont regardé le podcast qu'à la fin, mettez View Justine en commentaire et on verra si j'en ai assez. View, V-I-E-W, Justine en commentaire. Je pense que la semaine prochaine, on la présente rapidement. Let's go. J'adore en plus que tu aies ça parce qu'il faut vraiment avoir été au bout de ce podcast. Le mec, elle est au bout du podcast. Du bout. View, Justine. C'est parti. Et la semaine prochaine, on vous la présente. C'est parti. Let's go, Aldric. Merci, comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine. Aldric NRB, Jab Culture, comme d'habitude. Sur Jab Life, on vous propose le meilleur du combat. Il y a un énorme week-end de boxe. On vous a proposé une preview, mais il y aura aussi une review. On se retrouve tout ça la semaine prochaine sur Jab Life. Salut à tous. Ciao, Aldric. Ciao, ciao.